Bonjour à tous, hein. Bonjour Julia, bonjour Benoît, et merci de votre présence. C'est le premier débat organisé par CFDT Journalistes, mais quand nous avons appris que Julia Cagé et puis Benoît Huette proposaient l'esquisse d'une loi de démocratisation de l'information, forcément, ça nous a interpellés. Et quand les auteurs proposent de garantir l'autonomie des rédactions et une démocratisation de l'actionnariat des médias, forcément, ça nous intéresse, et on ne peut qu'adhérer à ce propos. Le travail sur le bien public que représentent les médias et leur place particulière dans le fonctionnement de la démocratie entre en plus en résonance avec d'autres thèmes que nous on traite à la CFDT journaliste, qu'il s'agisse de la réflexion engagée par le ministère de la Culture sur les nouveaux critères d'attribution des aides à la presse, la mise en place des conseils de rédaction ou notre implication historique dans le CDJM, qui est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Alors, comment protéger les journalistes? Comment leur donner plus de poids dans les rédactions face aux actionnaires? Tout ça, effectivement, ce sont des questions qui interpellent les syndicalistes que nous sommes, mais aussi, finalement, comment sauver les médias, avec quels capitaux, avec quels moyens. Voici les thèmes qu'on va aborder ce soir dans ce débat, d'autant qu'il nous semble qu'aujourd'hui, quand même, les journalistes ont davantage peur de la faillite que des actionnaires. En gros, beaucoup de journalistes dans les journaux, maintenant, sont sur une position défensive plus qu'offensive. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut aborder. Donc, pour une petite présentation rapide de nos invités, puis une première question, je passe tout de suite la parole à Romain, qui a travaillé avec nous sur la préparation de ce dossier. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter les auteurs, mais donc Julia Cagé, qui est économiste, spécialiste de politique publique, et qui s'était déjà illustrée il y a quelques années sur le financement des partis politiques avec un ouvrage, le prix de la démocratie, qui de manière générale permet de travailler sur toutes les questions en fait, de financement, on va dire, de biens publics, si je ne me trompe pas, et d'organisations qui servent en tout cas au-delà de leurs seuls membres. Et Benoît Huet, qui est avocat spécialiste en droit des médias. Justement, en fait, cette question de bien public, c'est un peu le point de départ de la réflexion. Et donc, avant d'en venir aux propositions point par point, je pense que c'est une bonne manière d'introduire la discussion. Quand on parle de bien public, donc ce qui est le titre de votre livre, L'information est un bien public, spontanément, je pense qu'on a en tête une chose qui sert, qui est d'intérêt général, qui bénéficie à toute une communauté ou une société. Et en fait, en économie, ça a aussi une définition assez précise. Julia Cagé, donc vous qui êtes économiste, est-ce que vous pourriez d'abord dire en quoi l'information est un bien public et surtout quelles conséquences cela entraîne en termes de mode de financement? Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. On est vraiment ravis avec Benoît d'avoir l'opportunité de venir débattre et discuter avec vous et d'échanger sur notre proposition de loi de démocratisation de l'information. Sachant qu'on l'a fourni clé en main, mais en fait, on fournit un outil de débat. Nous, on n'a pas du tout de prétention à ce qu'elle soit parfaite. Elle est complètement perfectible et une des choses qui nous réjouit, justement, c'est d'en discuter directement avec les journalistes parce que c'est quand même les premiers concernés. Sur un bien public, la définition qu'on a ici, c'est pas exactement la définition qu'en auraient les économistes. Les économistes, un bien public, ça va être défini par un certain nombre de caractéristiques, notamment par le fait qu'il n'est pas excluable. On peut exclure personne de l'accès à ce bien public. Nous, on le définit vraiment l'information comme bien public parce qu'on pense que l'information est quelque chose qui est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. La démocratie, c'était vraiment au cœur des travaux que j'avais pu faire pour le prix de la démocratie. L'idée, c'était de dire que c'était une personne, une voix, par opposition à 1 euro, une voix, des tendances actuelles, finalement, à donner plus de pouvoir indirectement à ceux qui ont plus de moyens financiers. Mais en fait, si on veut aller plus loin, c'est pas une personne, une voix, c'est une personne informée, une voix. Parce que si vous n'êtes pas informé, d'ailleurs comme citoyen dans la vie de tous les jours, mais on le voit encore plus au moment d'aller aux urnes, soit votre vote va être un vote presque au hasard, soit ça va être un vote qui va être un vote capturé. Et le principe même de la démocratie, c'est de pouvoir faire un choix éclairé. Et ce qui éclaire ces choix des citoyens en démocratie, ce sont les journalistes et ce sont les médias. C'est des médias qui doivent apporter aux citoyens de l'information pour éclairer les choix, notamment au moment du vote. Mais pas que, on le voit à tout moment. D'ailleurs, quand on organise des manifestations, qu'on décide de se mobiliser sur tel ou tel sujet, là aussi, on a besoin d'être justement suffisamment informé pour décider ce qu'on veut soutenir ou ce à quoi on veut s'opposer. Alors, en termes de financement,
ce que ça nous dit, le fait que l'information est un bien public, c'est qu'il faut penser à un financement de l'information assez proche finalement du financement de l'éducation. Si je voulais faire un parallèle, je dirais que d'une certaine manière, on dépense, et c'est très bien, beaucoup d'argent public pour les enfants entre, disons, 3 et 16 ans ou 3 et 18 ans jusqu'à la fin de leurs études supérieures, parce qu'on considère collectivement que c'est important que tout le monde soit bien éduqué. Et d'ailleurs, vous payez avec l'argent de vos impôts pour le financement de l'éducation de tous, même si vous n'avez pas d'enfants. Et d'une certaine manière, si on considère que l'information est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie, ça veut dire qu'on a aussi besoin d'une certaine manière d'une partie de financement public pour financer l'information, parce qu'on veut que tout le monde soit bien informé et on veut que les journaux soient bien financés, l'audiovisuel soit bien financé, même si soi-même on consomme relativement peu d'informations. Et puis la seconde chose, et qui est sans doute encore plus essentielle que cette problématique du financement public, ça veut dire qu'il faut sortir l'information de la pure logique de marché. Parce qu'en fait, quand vous avez une information qui est dans une logique de marché, vous allez avoir finalement un espèce de trade-off qui se joue entre la maximisation des profits, la maximisation des dividendes qui vont être versés aux actionnaires, et puis la maximisation de la qualité de l'information. Ça coûte cher de faire de l'information. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec un média. On peut gagner de l'argent avec un média, mais nous on pense que si un média dégage des bénéfices, il faut que ces bénéfices soient réinvestis pour produire encore plus d'informations de qualité, plutôt que d'être versés à des actionnaires où là justement les actionnaires du coup peuvent avoir une incitation à produire plus de contenu de moins bonne qualité avec moins de journalistes, par exemple en ayant recours au copier-coller. Donc c'est vraiment ces deux aspects fondamentaux, je dirais, que ça entraîne le fait que l'information soit un bien public. C'est que il faut sortir les médias de la pure logique du marché. On en discute beaucoup avec Benoît dans le livre, on parle des différentes formes d'actionnariat. On ne dit pas forcément qu'il faut des médias complètement à but non lucratif, mais dans notre loi de démocratisation de l'information, on dit que 70% des bénéfices des médias doivent être réinvestis chaque année. Donc on limite quand même très fortement le versement de dividendes. Et puis le fait aussi que aujourd'hui on est dans un écosystème des médias avec des fondamentaux économiques qui ont changé, notamment la baisse du marché publicitaire. Et ça suppose aussi de trouver des sources de financement alternatives. Et l'État, comme État financeur de biens publics, l'éducation, la santé, etc., a tout son rôle aussi à financer l'information à partir du moment où ça se fait sans intervention aucune de l'État, mais avec des financements automatiques. Justement, vous venez de dire qu'il fallait sortir en tout cas en partie de la logique de marché. Actuellement, en France, mais je pense que c'est aussi le cas ailleurs, on a un modèle, on va dire, mixte, avec par exemple l'audiovisuel public, qui est financé en partie par la redevance, donc par des recettes non parafiscales et un peu par la publicité. Puis un modèle privé qui fonctionne avant tout de manière marchande, soit via les ventes et abonnements, soit via l'offre publicitaire. En fait, actuellement, et c'est plus une question pour Benoît Huet, puisque vous spécialiste des droits des médias. En fait, aujourd'hui, est-ce que les entreprises du secteur des médias, en tout cas en France, est-ce qu'elles relèvent avant tout du droit de société, on va dire, ordinaire, comme n'importe quelle entreprise, ou est-ce qu'il y a déjà, en fait, en quoi la spécificité en fait, du produit qu'elle génère, cette information comme public, en quoi, en fait, cela justifie déjà aujourd'hui un régime plus ou moins dérogatoire par rapport à des entreprises strictement marchandes privées? Ah oui, merci également de nous inviter, de nous recevoir. Alors, dans le livre, en fait, on a en effet consacré toute une partie un petit peu au décryptage des mécanismes juridiques qui sous-tendent le fonctionnement des médias, et on parle en effet pas mal de choses qui sont souvent assez méconnues en fait des journalistes, mais qui sont la forme des sociétés, ce qui a l'air un petit peu ennuyeux comme ça de l'extérieur, mais dont on peut tirer pas mal d'enseignements et de réflexions. Et en effet, comme vous le soulignez très bien, les médias ont un statut qui est assez paradoxal, parce que du point de vue du droit des sociétés, elles sont exactement comme n'importe quelle autre société commerciale, c'est-à-dire qu'elles répondent aux mêmes règles qui sont établies par le Code de commerce. En France, 99% des médias sont des sociétés commerciales, que ce soit des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par action simplifiée. Et du coup, elles sont régies par les mêmes règles que les autres. Seulement, on voit bien que le législateur
avait peut-être lui-même compris que l'information était un bien public, puisqu'il a d'une part décidé d'attribuer des aides à la presse à des sociétés commerciales, ce qui est totalement inhabituel dans un système économique capitaliste, puisque c'est déjà une intervention de l'État pour donner de l'argent à des sociétés privées qui elles-mêmes peuvent reverser des dividendes à leurs actionnaires. Donc on est sur quelque chose qui est déjà très contre-intuitif. Et le deuxième axe qui a été choisi, ça a été d'introduire des dispositions dérogatoires dans le droit des sociétés. Ça a été fait en 1944, au moment du Conseil national de la Résistance, quand une grande partie des journaux français ont été fermés à cause du fait qu'ils avaient collaboré avec l'occupant. Et du coup, les règles ont été repensées et il y a eu une refonte assez ambitieuse où on a introduit des mécanismes complètement dérogatoires, comme par exemple le droit d'agrément obligatoire dans les sociétés de presse. Par exemple, quand un journal doit être vendu en France, quand il doit changer de main, quand il doit changer ce qu'on appelle un changement de contrôle, normalement, il est écrit dans la loi que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de ce journal doit approuver la transaction, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs économiques. Et donc, ce mécanisme, par exemple, montre que le législateur avait souhaité créer des règles dérogatoires de droit commun. De la même manière, il a été imposé que toutes les sociétés qui détiennent des journaux doivent avoir leurs actions de manière nominative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des prête-noms qui se cachent derrière la détention des journaux. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça a été totalement détourné, que, je sais pas, Xavier Niel, entre lui et certains de ses journaux, il y avait 10 sociétés holding. Donc, on voit que l'esprit de la règle de 1944 a été complètement détourné à la fois sur l'agrément, qui ne fonctionne plus pour pas mal de raisons qu'on explique dans le livre, et par exemple également sur le caractère nominatif des actions, où il y avait cette idée de savoir qui se cache derrière le journal, et c'est ce que la loi essaie de rattraper aujourd'hui avec la notion de bénéficiaire effectif. C'est la loi Sapin 2, qui est assez récente finalement, où on impose aux sociétés de déclarer qui est la personne physique qui se cache derrière. Parmi les propositions, donc, vous proposez donc d'une part en fait, d'étendre ces différentes dérogations à l'ensemble du secteur des médias, plus seulement à la presse écrite, ce qui est assez logique, parce que c'est vrai qu'en 1944, on n'avait pas encore forcément de télévision, de radio privée. Mais aussi, vous allez plus loin, parce que vous voulez introduire ce mécanisme de co-gouvernance, voire de co-gestion, vous savez, c'est un mot particulier en France, en tout cas pour la CFDT, dans la gestion en fait, des médias. Donc, Julia Cagé, vous êtes présidente de la Société des lecteurs du Monde, et donc à ce titre associée à ce pôle d'indépendance du groupe, en fait, du groupe Le Monde. Et donc, je crois que le groupe a déjà des mécanismes assez similaires finalement à ce que vous proposez dans le livre. Est-ce que vous le voyez avant tout comme des mécanismes de défense, en fait, en cas de transaction, par exemple, de rachat, de vente de titres, ou est-ce que c'est aussi finalement un instrument vraiment de cogestion, on va dire, dans le fonctionnement quotidien des médias sur la politique salariale, les conditions de travail, de choix éditoriaux ou autres? Parce que, évidemment, nous, en tant que syndicat, c'est aussi ces questions-là qui nous intéressent. Le fait de pouvoir faire entrer, de donner une voix importante, voire paritaire, en fait, aux salariés dans les différents organes de pouvoir des médias, ce serait pas seulement un moyen de sauvegarder l'indépendance des titres, mais c'est aussi, a priori, de participer à l'élaboration de politiques de ressources humaines plus respectueuses de la loi et puis plus pro-salariales, entre guillemets. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, bon, dans notre livre, on fait attention à chaque fois à se baser sur l'existant et on prend des exemples réels, ce qui nous permet d'avoir des propositions qui ne sont pas des propositions qu'on sort complètement du chapeau, mais qu'on améliore. Si on prend par exemple le cas du Monde, sur un certain nombre de garanties d'indépendance, on construit d'une certaine manière à partir de leur histoire et souvent on va beaucoup plus loin. Si vous prenez le droit d'agrément, par exemple, tel qu'il a été obtenu au Monde, c'est un droit d'agrément relativement court, entre guillemets, puisqu'en fait, on a donné 3 mois au pôle d'indépendance pour proposer un actionnaire alternatif. Bon, c'est quand même des transactions. Bon, aujourd'hui, il y a une question de quelle est la valorisation d'un média comme Le Monde, enfin du groupe Le Monde, mais bon, on parle, je pense, assez facilement de transactions quelque part entre 200 300 millions d'euros, voire même davantage. 3 mois pour trouver un actionnaire alternatif, négocier avec lui l'agréé, c'est une durée très courte. Nous, on va plus loin. On pousse à 1 an. D'ailleurs, 1 an, certains diront peut-être que c'est trop long. Alors peut-être qu'il faudrait dire 6 mois, mais ça fait partie des choses. La deuxième chose, il y a quelque chose qui est très bien au Monde, mais pareil, le diable est dans les détails. C'est pas propre au Monde, hein, on trouve ça aux Échos, à Libération, mais au Monde, il y a l'idée que le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction doivent être validés par 60% des journalistes.
Alors là-dessus, on n'a pas grand-chose à redire, sauf que il se trouve que pour un journal comme Le Monde, par exemple, les actionnaires peuvent représenter plusieurs fois le même candidat. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au moment de la première nomination de Jérôme Fenoglio. Moi, je dis ça d'autant plus librement que c'est vraiment un journaliste que j'apprécie beaucoup personnellement, Jérôme Fenoglio. Si vous me demandez mon avis, je pense que c'est même un excellent directeur du Monde. Sauf que je trouve problématique d'avoir un mécanisme de choix par la rédaction du directeur du journal, mais si les actionnaires vous proposent 2 fois d'affilée ou 3 fois d'affilée le même nom, finalement c'est quand même un peu une illusion parce que le journal ne va pas rester sans directeur de la rédaction ad vitam aeternum. Donc nous on dit si jamais un candidat proposé par les actionnaires est refusé, il ne peut pas être proposé une deuxième fois. Sur la question plus essentielle sur laquelle vous avez commencé de la cogestion, on est très loin de la cogestion au Monde. Alors on est beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres médias, notamment parce qu'il y a un pôle d'indépendance, que ce pôle d'indépendance, donc qui est composé à la fois des sociétés de rédacteurs, c'est pour le groupe, donc il y a le Monde, mais il y a Télérama, il y a Courrier International, etc. Donc des sociétés de rédacteurs, des sociétés de salariés, de la Société des lecteurs du Monde, ainsi que de quelques actionnaires historiques. Ce pôle d'indépendance a obtenu un certain nombre de droits, et ces droits sont importants. Il a obtenu notamment un certain nombre de droits et de droits de veto que ne lui permettait pas d'avoir aujourd'hui sa participation au capital du groupe. Pourquoi je pense que c'est insuffisant? Je pense que c'est insuffisant pour les raisons que vous venez de souligner. Donc, en fait, ces droits permettent de protéger l'indépendance d'une certaine manière. C'est-à-dire que typiquement, après, derrière, il y a le droit d'agrément, etc. Donc, quand il y aurait des grosses opérations capitalistiques, là, ça vous permet vraiment de faire jouer votre droit de veto. Donc ça, c'est un vrai plus en termes d'indépendance. Mais dans la gouvernance au quotidien, si vous prenez la composition du conseil de surveillance, la représentation des lecteurs, des salariés, des journalistes au conseil de surveillance, on voit bien que pour le coup, c'est pas du côté des salariés et des lecteurs que se prennent les décisions parce que ils sont en situation complètement minoritaire. C'est-à-dire que pour les grandes orientations, finalement, vous mentionnez la politique salariale, je pense que c'est un excellent exemple. Le fait de ne pas avoir une gouvernance paritaire, ça change tout. C'est bien d'avoir, je veux dire, c'est mieux d'avoir ce qu'il y a au Monde avec le pôle d'indépendance que de ne pas l'avoir. Mais nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, notamment parce qu'on est persuadé que les meilleurs garants de l'indépendance d'un média, ce sont les salariés et ce sont les lecteurs. Ce qu'on n'a pas poussé au final avec Benoît, parce qu'on en a beaucoup discuté, donc à l'arrivée, on pousse 50% de salariés au conseil d'administration, dont 2 tiers de journalistes. Et on dit, ça serait pas mal aussi d'avoir des représentants des lecteurs, mais finalement, on ne le fait pas, parce que comme on veut une loi qui s'applique à l'ensemble du secteur des médias, la notion de lecteur est une notion qui est relativement mal définie. Pour des médias avec un abonnement, vous pouvez toujours définir l'ensemble des lecteurs par les abonnés. Pour l'audiovisuel privé, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, comme pour les médias qui sont des médias gratuits. Mais ça aussi, ce qu'il faudrait rajouter, parce que finalement, cette gouvernance paritaire, on la pousse beaucoup dans le secteur des médias, on voit encore plus sa pertinence, les médias étant un bien public, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut vouloir pousser beaucoup plus largement pour l'ensemble des entreprises, avec en s'inspirant de ce qui a pu être fait avec ce qu'on appelle la cogestion à l'allemande ou en Suède, en Norvège, en voyant même les seuils de taille d'entreprise pour lesquels ça s'applique dans des pays comme l'Allemagne. Ce qui est intéressant pour les médias, c'est aussi d'essayer de penser la place qu'on donne aux lecteurs, parce que c'est intéressant de leur donner un poids particulier à côté du poids des journalistes eux-mêmes. Oui, va aussi se poser. De compléter en donnant la parole, puisque sa question rejoint celle-ci, à Josué Louis, qui a une question justement sur le financement via le crowdfunding. Je ne sais pas si Josué souhaite formuler sa question oralement. Justement, je demandais pour le financement des médias, justement dans le terme de création d'un média, vu qu'on a vu que, par exemple, Epsilon avait choisi le crowdfunding via Ulule. Est-ce que sur le long terme, c'est une position viable, surtout qu'avec des aides pour la presse, je reprends après votre livre, avec des aides pour la presse qui pourraient potentiellement ne pas aller vers eux, est-ce qu'ils seront obligés finalement de faire des financements participatifs ad vitam aeternam ou de rester justement en attendant une vraie solution pour les médias? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on est dans une époque qui est extraordinairement riche en termes de création de médias, ce qui montre que la barrière à l'entrée en termes de financement pour créer un nouveau média, elle n'est pas du tout insurmontable. On est vraiment dans une
dynamique, ce qui s'appelle en économie une destruction créatrice, où il y a à la fois beaucoup de titres qui disparaissent, mais beaucoup de titres qui se créent. On a encore Blast, par exemple, qui a été créé il y a quelques mois, Epsilon, qui marche hyper bien sur le crowdfunding, où on a déjà peut-être 15 ou 20 000 abonnés. Donc, on voit que la barrière à l'entrée n'est pas si élevée en matière de presse écrite, en tout cas, et qu'il est possible d'entrer dans ce marché. L'autre chose, c'est que sur la question sur le crowdfunding précisément, je pense que là, en fait, on est, par exemple, sur le cas d'Epsilon, les gens, en fait, il y a une petite partie des gens qui vont donner, mais la plupart des gens, en fait, s'abonnent. Donc, en fait, ce qu'Epsilon crée, c'est de la dette abonnée, en fait. Ils ont de l'argent qui leur est avancé, mais en fait, ils vont devoir rendre d'une certaine façon un service en livrant une revue à ces abonnés-là. Donc, c'est plutôt une sorte de… Ils s'endettent finalement par rapport à toutes ces personnes qui leur ont acheté des abonnements. Donc, on n'est pas exactement comme sur du financement en capital, comme on le mentionne dans le livre. Sur le financement en capital, dans le livre, on distingue bien les sociétés, les associations et les coopératives pour bien montrer que c'est sûr qu'un actionnaire aujourd'hui qui veut investir dans un média, il va vouloir une contrepartie, il va vouloir un pouvoir. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux investissent dans des sociétés commerciales où ils vont avoir des droits de vote définis à ce capital. Et Julia comme moi, nous pensons qu'il est possible d'organiser, à la fois proposer une certaine rentabilité à cet investisseur et en même temps encadrer son entrée au capital en délimitant complètement son rôle et en l'empêchant complètement de s'immiscer dans l'éditorial. Et il y a des modèles quand même en France où ça fonctionne quand même assez bien. Je pense pas on peut dire que Le Monde fonctionne assez librement, peut-être que La Croix fonctionne assez librement. Enfin, il y a beaucoup, la grande majorité des médias en France fonctionnent librement. Et je pense pas du tout que l'exigence de financement et l'exigence d'indépendance éditoriale soient des choses inconciliables. C'est la question des financements des médias. Pour faire un média aujourd'hui, il faut énormément d'argent. Ce sont des sommes considérables en millions d'euros, que ce soit pour acheter une rotative, que ce soit pour l'informatisation. Vous proposez, à un moment donné dans votre livre, de redonner aussi un petit peu le pouvoir aux citoyens, à travers un chèque, de pouvoir financer le média qu'ils veulent. Alors, ça peut être intéressant, effectivement, comme mode de financement. Si vous nous disiez tout à l'heure que vous estimiez qu'il faut peut-être financer les médias comme on finance l'éducation. Bon, pourquoi pas. Comment vous avez défini ce chèque de 10 €? Est-ce que finalement, c'est pas 10 €, c'est pas une emplate sur une jambe de bois? Et est-ce que finalement, ce financement n'irait pas déjà à des journaux qu'on n'aurait pas forcément le plus besoin? Donner un chèque à des gens, il faut aussi leur donner le savoir. À qui donner ce chèque? Sur ce qu'on a appelé les bons pour l'indépendance des médias. Donc, il faut, bon, vous mentionnez le chèque de 10 €, il faut quand même savoir ce que ça remplace. Hein. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut remettre à plat le système des aides à la presse actuel, qui souffre d'au moins 2 défauts. Son premier défaut, c'est une incroyable complexité. On a des couches d'aides millefeuilles qui se sont accumulées au cours du temps, avec parfois un certain nombre d'aides qui sont complètement contradictoires. Par exemple, en France, vous avez des aides, des tarifs postaux réduits, vous avez de l'aide à la SNCF, vous avez de l'aide au postage, vous avez de l'aide au portage. Bon, on tranche pas, hein, peut-être qu'il faut préférer le postage au portage ou l'inverse, mais si vous aidez les deux des deux mains, ça marche pas extrêmement bien. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a accumulé des couches sans jamais repenser la structure d'ensemble. En fait, il y a 3 problèmes. Le deuxième problème, c'est quand même qu'on a aujourd'hui un système qui, du fait qu'il repose de manière assez disproportionnée sur les tarifs postaux privilégiés, favorise quand même beaucoup la presse papier par rapport aux nouveaux pure players. Ce qui y a un choix en termes de technologie qu'on peut interroger. Il faudrait quand même des aides qui soient pas neutres, enfin qui soient davantage neutres d'un point de vue technologique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis quand même le troisième problème aussi, c'est quand même un certain nombre d'aides qui sont des aides discrétionnaires. Fonds de modernisation de la presse, c'est le cas, et donc qui donnent quand même un certain pouvoir aux politiques dans l'attribution au nom de telle ou telle aide, ce qui est extrêmement problématique. Donc à partir de là, nous on pense qu'il faut un financement public. On pense que les conditions actuelles d'attribution de ce financement public, pour les raisons que je viens de souligner, sont problématiques. Donc il faut le refondre. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est quelle est la meilleure manière finalement de distribuer un financement public sans intervention de l'État et sans finalement décision ex-ante sur telle préférence de telle technologie par rapport à telle autre, etc., pour aider les médias. Et c'est là où on s'est dit que les citoyens, enfin les individus les mieux à même d'allouer l'aide publique aux médias, c'était les citoyens eux-mêmes.
Donc on propose de conserver la TVA à taux réduit, mais que, mis à part la TVA à taux réduit, de reprendre toutes les aides existantes, de les mettre dans un même sac et de les diviser entre le nombre d'individus déclarant ses impôts aujourd'hui en France et de donner du coup à chaque citoyen ce qu'on a appelé un bon pour l'indépendance des médias. Pourquoi on pense que c'est important? Parce qu'on pense que c'est une meilleure règle d'allocation de l'aide. Vous disiez tout à l'heure que peut-être c'est pas les médias qui allaient plus en avoir besoin, qui allaient davantage en bénéficier. J'en suis pas sûre. Si vous regardez ce qui s'est passé, Benoît mentionnait tout à l'heure Epsilon. Si vous regardez ce qui s'est passé avec Sciences et Vie et Epsilon, on voit que si on prend les aides telles qu'elles existent aujourd'hui, elles vont bénéficier à Sciences et Vie et surtout à son actionnaire Reward, qui n'est pas exactement l'actionnaire, modèle en termes de production d'une information de qualité. Si on demande aux citoyens d'exprimer leurs préférences, ils vont plutôt préférer aider le petit bébé, le nouveau média qui émerge avec des garanties d'indépendance. Ça ne veut pas dire que ça marchera entièrement toujours très bien et que peut-être il y aura des aides allouées à tel ou tel média qui s'en sortent déjà très bien aujourd'hui, mais au moins le choix et l'allocation revient aux citoyens. D'ailleurs, il faut rajouter quelque chose, c'est que techniquement, on a été prudent. On ne veut pas qu'un média ou deux puissent bénéficier de l'ensemble des aides parce qu'une année donnée, ils sont très populaires. Donc, on propose qu'aucun média ne puisse recevoir plus de 1% du total des bons pour l'indépendance des médias. Après, on peut dire que 1%, c'est trop, dire que le bon seuil, c'est 0,5% ou 2%, mais ça nous semble important d'avoir cette espèce de limite supérieure. Et puis la deuxième chose, tout à l'heure, je rappelais qu'on considérait que les lecteurs étaient, avec les journalistes, les meilleurs garants de l'indépendance des médias. Il y a aujourd'hui un énorme problème de défiance entre les citoyens et les médias. Et on pense que c'est une manière de reconstruire un lien de confiance, de réimpliquer les citoyens. Les citoyens sont parfois un peu paresseux. Vous leur demandez faites-vous confiance aux médias, ils disent non. Après, vous interrogez les médias auxquels ils font le moins confiance, c'est Internet. Et vous leur demandez, mais quelle est votre principale source d'information? C'est Internet. Bon, on peut s'interroger un peu sur la rationalité. Et là, ça va obliger, d'une part, à ce que les médias se tournent plus vers les lecteurs, et puis à ce que les citoyens soient un petit peu responsabilisés et s'interrogent justement sur le média qu'ils ont envie de financer. Moi, si je réfléchis comme citoyenne, je suis pas sûre que si j'avais un bon pour l'indépendance des médias demain, justement, j'irais aider les médias auxquels je suis abonnée ou que je lis le plus. Peut-être que je me dirais spontanément, je vais peut-être le donner plutôt, je sais pas moi, à Reporter ou à un petit média comme Le Vent se lève, que je vais pas forcément lire ou qui est aujourd'hui disponible gratuitement, mais parce qu'en réfléchissant, je me dis, ça va permettre de soutenir un média qui est plus indépendant. Donc, je suis pas sûre que ça bénéficie en plus davantage aux plus gros, alors que si vous regardez pour le coup les allocations actuelles, avec les règles, tarifs postaux, TVA à taux réduit, ça bénéficie très, 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 très largement aux gros. Et les petits sont quand même un peu les oubliés de cette politique de soutien public aux médias. Je crois que la lettre A a d'ailleurs révélé récemment que la majorité des aides, que l'acteur qui recevait le plus d'aide à la presse, c'était les médias du groupe LVMH et avec en tête le Parisien. Ouais, sachant que le ministère de la Culture cachait ces chiffres, donc c'est extraordinaire ce que vient de souligner Benoît, parce que il y a eu une politique de transparence du ministère de la Culture qui a duré 3 ou 4 ans, je crois que c'est entre 2014 et 2018, où ils ont publié la liste des 200 titres et après au niveau des groupes qui bénéficiaient le plus des aides à la presse, ce qui paraît quand même assez logique, c'est de l'argent public. Moi, comme chercheuse, déjà quand j'étais étudiante en master, je me souviens de faire le pied de grue au ministère de la Culture et de commencer une démarche auprès de la CADA pour avoir accès aux données d'aide à la presse. On disait, c'est quand même de l'argent public, donc ça ne devrait pas être un secret d'État. Il y a eu cette politique de transparence et là, ça fait 3 ans qu'ils ne publient plus les chiffres, si bien que ce qu'a retrouvé la lettre A, c'est que je pense qu'il y avait un fonctionnaire qui, sans faire exprès, avait pris le fichier, il l'avait posé sur data.gouv.fr et là, le ministère a dit non, on ne les publie pas, mais du coup, ils ont supprimé le lien, ils avaient laissé le fichier en cache, et du coup, la lettre A l'a récupéré, on a les chiffres, mais c'est quand même hallucinant d'ailleurs que le gouvernement ne soit pas satisfait à ce point de ce que donne aujourd'hui l'allocation des aides d'après des règles qui ont été définies pour le coup c'est pas ce gouvernement actuel, mais bon, ils sont quand même en charge de définir ces règles et du coup ils sont pas prêts à les publier parce qu'ils sont pas prêts à assumer finalement le résultat concret que ça donne. Avez-vous fait des projections sur ce que ça pourrait donner sur les quotidiens nationaux, par exemple, si on supprimait le système des aides actuelles pour créer un nouveau système? Est-ce que vous avez fait un petit peu un travail de prospective
pour voir ce que ça donnerait. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'en France, mine de rien, nos quotidiens tiennent, même les quotidiens les plus fragiles continuent de paraître, même les quotidiens qui sont en difficulté n'ont jamais cessé leur parution. Donc, est-ce que finalement, quand même, le système ne permet pas un certain pluralisme d'exister? Ou est-ce que c'est totalement artificiel et effectivement, il faut pour vous tout balayer, quoi? Non, mais attendez, nous, on ne propose pas tout balayer. Enfin, on propose de changer les règles d'allocation de ces aides. Si vous, quand vous dites, par exemple, nos quotidiens tiennent, y compris les plus fragiles, l'humanité, c'est pas grâce aux aides à la presse qui tiennent. Je veux dire, malgré les aides à la presse, ils ont été plusieurs fois au bord du dépôt de bilan, et c'est parce qu'il y a eu un soutien financier gouvernemental supplémentaire, ce qui est tout à fait une bonne chose. Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques d'intervention dans des cas précis, justement, où il y a des titres qui sont les seuls sur leur créneau et une menace sur le pluralisme, en plus du système qu'on propose dans le livre. L'autre chose qui est important de souligner de ce point de vue-là, c'est que c'est intéressant la formule que vous avez eue. Je le dis d'autant plus librement que moi, je suis encore abonnée à des quotidiens papier que je déplie dans le journal en me mettant de l'encre sur les doigts. Mais quand vous dites, voilà, est-ce que ça n'a pas permis de préserver nos grands quotidiens nationaux? Certes, mais en fait, est-ce qu'on veut une politique qui favorise, par exemple, je sais pas, disons un journal comme Libération au détriment, entre guillemets, de Mediapart? Bon, c'est un point de vue, mais pourquoi on penserait que le support papier est un meilleur support finalement que le support Internet? Ce qui est intéressant et important, d'ailleurs ça fait aussi partie de ce qu'on discute dans notre livre et des règles de refonte d'accès aux aides à la presse, c'est qu'on a des règles très strictes en termes de nombre minimal de journalistes en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça, c'est important. C'est pas pareil Mediapart et Libération, si d'un côté vous avez 2 journalistes, d'un autre côté vous en avez 250. Ça fait un bout de temps qu'il y a plus de 250 journalistes à Libération malheureusement, et vous en avez de plus en plus à Mediapart. Donc est-ce qu'on veut quelque chose qui favorise l'un plutôt que l'autre? C'est pas évident. C'est ça la vraie question. Alors ensuite, il y a une deuxième question derrière qu'il faut avoir en tête, mais là c'est plus une question sociale qu'une question de médias. C'est la question des salariés, des imprimeries, et 2, de la distribution de la presse. Parce que pour le coup, une des raisons pour laquelle on peut vouloir préférer les journaux papier aux journaux purement en ligne, c'est que si on passe avec des journaux purement en ligne, il y a des emplois et du coup de la qualification, de la valeur ajoutée aussi, qui vont disparaître. Mais ça doit être une question sociale, de reclassement, de reformation, de création de nouveaux métiers, et pas une question, pour le coup, qui nous conduirait à avoir des aides aux médias, c'est-à-dire à la production d'informations, qui favoriserait tel support plutôt que tel autre. Alors justement, je prends les questions dans le désordre, mais celle, la dernière posée là dans le chat rejoint cette question sociale. Est-ce que Frédéric Thuelier pourrait prendre la parole? Oui, plus qu'une question, c'est plutôt une remarque, parce qu'effectivement, on peut maintenir des journaux en survie, mais dans quelles conditions ça revient. Julia Cagé était en train de traiter justement ça, à quelles conditions sociales et dans quelles conditions pour les journalistes qui travaillent. Et voilà, donc moi, je ne parle pas du tout pour Bayard, parce qu'on est quand même un groupe de presse privilégié, on s'en rend bien compte, c'est aussi le résultat des rapports sociaux qu'on a pu mettre dans l'entreprise. Mais on voit bien qu'on a beaucoup de collègues dans la presse qui travaillent dans des médias qui sont vraiment très malmenés. Et parfois, on se pose l'idée de faut-il continuer à tout prix, et effectivement, il faut bien qu'on trouve des solutions. Et moi, je trouve hyper intéressant l'idée de dire rendons aux citoyens le pouvoir de dire ce qu'ils ont envie de lire et ce qu'ils ont envie de soutenir. Et je trouve intéressant aussi la réflexion de Julia sur le fait que c'est pas forcément, je suis abonnée au Monde, c'est pas au Monde que je vais aller donner ces 10 €. Je vais choisir effectivement un média qui en a besoin et qui est dans une situation de fragilité et que j'ai envie de soutenir. Voilà. Donc moi, ça me paraît hyper intéressant. Et c'est vrai que
la problématique autour des conditions qui sont imposées de plus en plus aux journalistes dans les groupes de presse ou dans les journaux fragilisés, c'est une vraie question parce qu'ils sont amenés les pauvres, à accepter des conditions extrêmement difficiles. Les pigistes ont des tarifs de pige qui dégringolent et voilà, donc oui, il faut bien trouver des solutions. Moi, je trouve que oui, il faut sortir de l'ornière d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'était juste plus une réflexion qu'une question. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse confronter un peu nos idées à des cas très concrets, là, comme ce qui était évoqué au cas du groupe Bayard. D'ailleurs, en effet, je ne pense pas que le groupe Bayard soit le pire. Et d'ailleurs, j'ai vu que récemment, la nouvelle direction, par exemple, de la Croix, je crois qu'elle a été désignée avec l'assentiment, avec un vote, je crois, de la rédaction des journalistes. Peut-être que je suis trop imprécis, et corrigez-moi si je le suis. Oui, non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, c'était il y a 2 jours, je crois, et donc ça fait partie des statuts à la Croix. Effectivement, la direction adjointe de la rédaction doivent être élus. Il y a eu une fois historiquement où le candidat proposé par la direction n'a pas été élu. C'est arrivé. C'est pas arrivé cette fois-ci. Donc voilà, oui, tout à fait. Mais c'est une condition importante. Même si elle relève presque un peu parfois du symbole, c'est important, effectivement, mais ça ne fait pas tout dans la démocratie d'un journal et puis dans le fonctionnement et la démocratie d'un groupe de presse, parce que la Croix, c'est juste un des canards du groupe Bayard. Et justement, Fred, pardon, avant de redonner la parole à Benoît, sur le rôle des représentants du personnel, justement, des représentants syndicaux du personnel, est-ce que, puisque l'instance à la Croix, à la COPEC, qui peut s'exprimer, n'est pas constituée de représentants syndicaux, forcément, qu'est-ce que tu dis, toi, du rôle des syndicats dans cette gouvernance ? Est-ce que c'est important? Enfin, moi, je le pense en tant que secrétaire générale adjointe de la CFDT journaliste, mais que les acteurs syndicaux sont bien sûr les premiers les premiers des interlocuteurs dans cette gouvernance. Je suis d'accord, Élise, mais ça nous renvoie à nos propres faiblesses, parce que si les syndicats ne sont pas en capacité de présenter des listes ou de présenter des candidats pour aller à la COPEC, c'est quand même d'abord le problème des syndicats. Voilà, c'est triste, ça doit nous interroger, nous interpeller, mais c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Alors, ça ramène beaucoup de problématiques. À titre personnel, moi, je suis pour que les élus, les IRP officiels se rapprochent des élus de la COPEC. Ce sont des élus, ils sont élus sur d'autres bases que nous, mais ils sont aussi élus pour le bien commun et le bien collectif de la rédaction, et je considère qu'il faut tendre la main. C'est ce que j'ai commencé à faire auprès des nouveaux élus de la COPEC, puisque en même temps qu'il y avait l'élection des nouveaux directeurs de la Croix, il y a eu juste une semaine avant le renouvellement de cette instance qui s'appelle la COPEC. Bon, voilà, il n'y a pas de militants syndicaux depuis plusieurs années dans cette instance de la COPEC, mais bon, c'est aussi à nous de nous bouger. Enfin, je considère que ce n'est pas la faute de la COPEC. Pour revenir sur une question là, qui est un peu passée sur le chat et qui est dommage, c'est intéressante. Elle s'adresse peut-être plutôt à Benoît. Est-ce que le statut SCOP peut être une solution pour avoir des médias indépendants et forts? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, en fait, notamment par des journalistes qui souhaitent créer leur propre média. Souvent, j'ai des gens qui sont venus à mon cabinet qui me posent cette question. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est pas mal plongé dedans à l'occasion du livre. En France, des scopes de journalistes, à ma connaissance, il y a quasiment plus que Alternative économique. Il y a eu quelques initiatives récentes sous des formes coopératives comme Vox Europe, Mac de Lyon ou Blast, mais elles ont toutes été faites sous la forme de SCIC, qui est une variante de la coopérative dans laquelle il n'y a pas que des salariés, mais il y a également d'autres parties prenantes. Le constat qu'on dresse dans le livre, c'est que si on prend l'historique sur 70 ans, les coopératives ont été très à la mode en fait après la guerre, parce qu'elles ont été montées par des journaux qui se revendiquaient des principes de la résistance. Et quand on regarde ce qui s'est passé genre 50, 70 ans plus tard, il n'y a quasiment plus personne, sauf Alternative économique. Et l'explication, elle est double. La première, c'est que un actionnaire qui apporte de l'argent à une coopérative va avoir une voix comme tous les autres coopérateurs. Donc, il n'a pas d'incitation
à financer une coopérative comme il n'a pas d'incitation à financer une association. Et sur un temps très long, pour un média, c'est assez dur de ne jamais reposer sur un fort financement externe qui arrive. Alors, il y a des mécanismes de financement coopératif, mais ça se révèle dans la pratique assez insuffisant. La deuxième raison, c'est que on ne peut pas sortir du statut de la coopérative, c'est quelque chose de très cloisonné. Et normalement, on ne peut pas dire un jour, bon, bah, on arrête d'être une coopérative, on repasse sous la forme de société commerciale classique. Non, c'est la dissolution qui doit avoir lieu. Et si on veut sortir de ce schéma-là, on est obligé d'avoir un arrêté ministériel. Ça doit remonter très, très haut. C'est arrivé pour quelques rares journaux en France. C'est arrivé pour Nice Matin, c'est arrivé pour le Courrier Picard. Enfin, c'est des cas exceptionnels. Mais du coup, c'est un statut qui est très fermé. Et aussi, pour, en tant qu'avocat, avoir été sollicité par pas mal de coopératives, c'est assez lourd, en fait, dans la pratique, en termes de formalisme. Mais en fait, je dirais que si le journal fonctionne et est rentable, c'est un statut qui est formidable et qui permet de créer une dynamique géniale avec les journalistes. Et nous, moi, ce que je recommande et ce que je suis d'ailleurs en train de faire avec un journal en ce moment, c'est de recommander aux gens de rester dans une société commerciale, mais d'avoir comme actionnaire uniquement des journalistes qui reviennent en fait à utiliser les principes coopératifs, mais dans un cadre légal plus souple. Peut-être que je deviens trop technique. Oui, non, c'est intéressant parce que ça pose quand même aussi le problème de cette gouvernance des médias qui a été évoqué tout à l'heure, avec un 50% du chiffre d'affaires, non, 50% de gouvernance de journalistes, dont 2 tiers de journalistes. Je n'ai pas bien compris ça, le système que proposait Julia sur la gouvernance. 50% du chiffre d'affaires devrait représenter la masse salariale des journalistes ou j'ai… Non, c'est pas ça. Alors, en fait, j'ai dû mélanger trop rapidement 2 choses. Il y a à la gouvernance des médias, 50% de représentants des salariés. 50% de représentants des salariés. Dont 2 tiers de journalistes. Parce que ça nous paraît important que les journalistes soient majoritaires parmi les représentants des salariés dans les médias. Et ensuite, ce que je soulignais ensuite, c'est que on a mis, en fait, toutes les règles qu'on définit dans la loi de démocratisation de l'information qu'on a déjà un peu évoquées ensemble ici, donc une gouvernance paritaire, un droit d'agrément, la validation du directeur de la rédaction ou de la directrice par 60% des journalistes. Ça, on ne l'a pas encore évoqué, mais ça nous paraît important, une transparence totale. Enfin, si, en fait, Benoît l'a évoqué tout à l'heure, une transparence complète sur l'actionnariat et notamment les différents intérêts économiques des actionnaires. Et 5e règle, enfin, il y en a même, enfin, il y a 2 autres. Une règle, 70% des profits qui sont réinvestis, qui ne sont pas versés en dividendes. Et il y a une dernière règle qu'on ajoute pour pouvoir être éligible aux aides à la presse, c'est qu'il y ait suffisamment de journalistes. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on avait écrit avec Franceschini sur les aides à la presse, mais on a été auditionné dans le cadre de cette audition, on l'a beaucoup poussé. Ce qu'on a dit, c'est vous ne pouvez pas dire un nombre de journalistes. Pour des petits médias qui se créent, 1 journaliste ou 2 journalistes, ça peut déjà être beaucoup. Si vous mettez une barrière à 5 journalistes, vous allez priver d'aide à la presse tous les nouveaux médias qui vont aller se créer. Pour un média comme Science et Vie, 5 journalistes, c'est pas assez. Et puis alors, si vous prenez des gros quotidiens, certainement pas. Donc, on peut pas définir un nombre de journalistes dans l'absolu. Et donc, nous, on s'est dit que il fallait avoir un benchmark qui n'était pas un benchmark dans l'absolu, mais qu'il fallait un nombre de journalistes en pourcentage du chiffre d'affaires. Et qu'il fallait que les médias aient une masse salariale qui représente au moins 35% de leur chiffre d'affaires. Et ça nous paraît vraiment essentiel. Il y a quand même une différence entre ça et une des choses qui a été évoquée dans la commission Franceschini, qui revenait à dire oui, il faut des investissements suffisants dans le journalisme, etc. Nous, on a vraiment dit 35% de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, parce qu'on pense qu'une des pratiques qui est extrêmement désastreuse dans le domaine des médias, d'ailleurs tout à l'heure vous parliez de la précarisation des pigistes avec raison, c'est le recours croissant à l'externalisation. Donc ça peut pas être juste de dire prenons la masse salariale, il faut suffisamment de journalistes dans la masse salariale. On sait très bien qu'il y a énormément de médias qui font diminuer leur masse salariale, ils pourraient presque la faire tendre vers zéro, parce qu'ils externalisent toutes les fonctions support. On n'en parle pas beaucoup dans le livre, parce que déjà, il fallait qu'on reste raisonnable en termes de taille. On est centré sur la notion d'information. Mais si on regarde, par exemple, ce qui se passe ces dernières semaines, je donne un exemple, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Aux Inrocks,
l'externalisation de toutes les fonctions support, entre guillemets, c'est une catastrophe pour le journal. Je veux dire, un maquettiste, il produit aussi de l'information. Les correcteurs, ils font partie des gens qui produisent de l'information. Et tout ça, vous avez une pratique grandissante pour réduire les coûts de la part des médias qui consiste à l'externaliser. Donc ça apparaît plus en masse salariale. Donc à l'arrivée, vous pourriez presque avoir, alors si vous externalisez aussi votre revenu, votre régie publicitaire, 100% de votre masse salariale en journaliste, avec un journaliste, et vous produisez pas d'infos. Donc ça, on pense pas que ce soit la bonne solution de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on a benchmarké en utilisant le chiffre d'affaires. On a pris 35% parce que c'est pas un chiffre absurde, hein. On a regardé un peu ce qui se faisait actuellement, même sachant que c'est quand même dur parce qu'il n'y a pas assez de données qui sont disponibles. Une des choses qu'on a aussi demandé au niveau de la commission Franceschini, et voilà, on ne sait pas si on sera entendu, c'était de dire à Laurence Franceschini, comme c'est la CNCCFP, pardon. CPPAP. C'est CPPAP. Je suis fatiguée dans mes abréviations. Aujourd'hui, elle peut déjà demander énormément d'informations aux différents médias, et d'ailleurs les médias sont obligés d'envoyer des dossiers au moment où il y a une demande d'attribution de numéro de CPPAP. Et donc nous, on leur a dit, écoutez, on dit 35 parce que si on regarde Le Monde, si on regarde le New York Times, si on regarde différents médias, ça colle assez bien. Mais demandez actuellement à tous les journaux, pas au niveau des groupes, hein, au niveau des journaux. Et ça, c'est important. Parce que le numéro de CPPAP, on ne l'a pas au niveau des groupes. Alors, par contre, les chiffres publiés souvent en masse salariale, etc., c'est publié au niveau des groupes. Mais à l'intérieur des médias, ils ont les détails au niveau des journaux. Et la CPPAP, qui donne des numéros au niveau des journaux, des médias, est légitime à le demander. Demandez à tous ceux qui ont aujourd'hui un numéro de CPPAP, IPG, pas IPG, quel est ce pourcentage? Regardez, alors peut-être qu'on va nous dire 35, faut que ça soit 30, et puis peut-être qu'en fait on va s'apercevoir qu'on pourrait être plus ambitieux et monter à 40. Mais cette idée très bête, mais malheureusement c'est pas dans le droit français aujourd'hui, quoi. Cette idée de dire qu'on peut pas faire l'information sans journaliste et que les aides à la presse c'est quand même censé être des aides à la production d'information, ça nous semble utile de le rappeler, et ça suppose de modifier un tout petit peu aujourd'hui les critères selon lesquels on peut obtenir ces numéros de CPPAP. Y compris ensuite l'IPG, qui permettent justement d'être éligibles à différentes formes d'aide. Que j'ai mis dans le chat un lien vers un article, le dernier article qu'on a mis sur notre site internet et qui résume nos positions justement par rapport aux propositions Franceschini. Et on a produit justement un rapport sur nos propositions à la mission Franceschini. Benoît Huet. Non, mais justement, c'était pour rebondir là-dessus. Enfin, déjà, la première chose, c'est qu'on n'en parle pas dans le livre, mais on pourrait très bien imaginer le même système dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que le CSA, qui attribue des fréquences audiovisuelles à des chaînes de radio, de télévision, pourrait également un jour exiger que ces chaînes aient un minimum de journalistes dans leurs effectifs. Et on voit très bien qu'une chaîne comme CNews, qui met des polémistes à l'antenne sans dépenser vraiment d'argent, etc., aurait, par exemple, un problème avec ça. Donc, je pense que c'est un critère qui est assez sain, en fait, de demander une proportion importante de journalistes à la fois dans la presse écrite et dans l'audiovisuel. Et je pense que ça peut être aussi un outil de lutte contre la casse sociale qui était évoquée tout à l'heure par Frédéric Thiollier, c'est-à-dire que si on met un pourcentage du chiffre d'affaires qui doit revenir aux journalistes en masse salariale, ça évite aussi que les salaires soient trop faibles. Donc je pense que c'est vraiment ça le bon combat à avoir. Et là-dessus, la mission Franceschini, Bachelot, enfin, moi je suis, je vous avoue, j'espère que ça va aboutir à quelque chose, mais je suis assez inquiet en fait parce que ce qui a été proposé jusqu'à présent est extrêmement frileux. On peut regretter que le ministère n'ait pas plus d'ambition sur cette question des médias. Le ministère de la Culture ne peut quasiment rien faire sur le sujet de la culture en ce moment parce que tout a été bloqué avec le Covid. C'est dommage qu'il n'ait pas choisi ce moment pour s'emparer des médias, et on voit qu'ils essaient timidement d'imposer un journaliste par rédaction par des aides à la presse. C'est complètement ridicule. Il faudrait s'emparer de ça pour forcer justement à ce qu'il y ait, comme on le suggère dans le livre, 35% de la masse salariale. Ça commence à être un peu sérieux. Alors, je ne vais pas trahir un secret parce que le rapport n'a pas été rendu public et ne le sera pas a priori. Mais sur les pistes qui sont envisagées, on ne parle pas du tout de 35% de la masse salariale pour les journalistes. Mais par contre, il y a quand même une évolution, vu que le rapport dans les solutions évoque notamment 50% de la masse salariale qui devrait être sur les journalistes. Alors évidemment,
il y a le biais qui était donné. Un seul journaliste, à la limite, peut faire 100% de la base salariale si on est un peu malin. Ça, effectivement, c'est un point qu'il va falloir peut-être retravailler. C'est pas faute de leur avoir dit, mais je sais pas si ils ont pas exactement la même qualité. Enfin non, en fait, je veux pas dire ça de Laurence Franceschini qui a une excellente qualité d'écoute. Mais déjà, un véritable problème d'après moi, c'est que, je veux dire, Laurence Franceschini, elle a bossé pendant 3 mois. Hein. Elle a auditionné, enfin je sais pas combien, mais a priori des dizaines de personnes. On a une page simple, je crois qu'il n'y a même pas de verso, avec 4 propositions. Ils rendent pas le rapport public. Non. Je veux dire, pourquoi ce rapport n'est-il pas public? Si ce rapport était public, la remarque qu'on vient d'évoquer avec Benoît, les problèmes qu'il y a du fait de l'externalisation, au moins ça serait plus au cœur de la discussion. Donc ça, déjà, c'est quand même un vrai problème. Et puis, c'est vrai qu'une autre partie du problème, c'est qu'il y a eu cette mission. Et cette mission, c'est une très bonne chose, mais qu'on a l'impression qu'ensuite, il y a quand même une énorme frilosité au niveau du... On en a avec Benoît Huet en toute transparence, hein, quand on a sorti le livre et qu'on a commencé à faire de la promotion pour ce livre, le cabinet de Roselyne Bachelot a contacté notre éditeur et donc on a rencontré tous les deux la ministre accompagnée de 2 de ses collaborateurs. Donc nous, on y est arrivé en mode warrior parce qu'on croit vraiment aux propositions qu'on pousse dans le livre. Et un des arguments qui nous a été retourné, c'était de dire qu'en fait, il n'y avait pas de niche parlementaire pour passer une grande loi sur les médias. Et en fait, nous, ce qu'on disait, et ce qui a été a priori difficilement entendu, mais peut-être qu'il y a plus de poids justement si c'est porté par vous que si c'est porté par des chercheurs, c'était de dire que, enfin, déjà que des niches parlementaires, ils s'en créent. Je veux dire, en tout cas, si on s'appelle Darmanin ou qu'on est ministre de la Justice, a priori, l'actualité peut permettre d'en créer à intervalles réguliers. Mais surtout, même à supposer qu'ils s'en créent pas, typiquement, sur le nombre de journalistes, par exemple, si vous avez juste en fait, vous pouvez modifier les conditions d'attribution d'un numéro de CPPAP par voie purement réglementaire. Toute une partie de ce qu'on propose par rapport à l'audiovisuel et pas simplement par rapport à la presse écrite, ça modifie une partie finalement de la relation entre le CSA et les médias au moment de l'allocation de fréquence. Mais ça, pareil, ça peut se faire par voie complètement réglementaire et ça ne suppose pas de faire une grande loi. Et même, ce qu'on avait poussé avec Benoît, c'était de dire que comme le droit d'agrément était déjà dans la loi depuis 1944, mais mal écrit, il y avait une possibilité finalement de reformuler l'article sur le droit d'agrément sans passer par une voie législative complète. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et ça serait vraiment dommage finalement que cette commission Franceschini accouche d'une souris, parce qu'en fait, on sait très bien ce que ça implique. C'est que la prochaine fois qu'on mettra le problème sur la table, on nous dira, un peu d'ailleurs comme ce qui a été fait avec la loi Bloch. Aujourd'hui, quand on mentionne les problématiques de transparence, souvent on a comme réponse « Ah, ben ça a été résolu par la loi Bloch ». Non, ça n'a pas été résolu par la loi Bloch. Donc c'est pas parce qu'il y a une loi... Est-ce que vous pouvez juste redire ce que c'est la loi Bloch? Tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, alors... peut-être une loi, vas-y. Ouais, la loi Bloch, elle est intervenue en 2016, notamment après tout ce qui s'était passé avec Canal+, où il y avait eu toute une difficulté avec le comité d'éthique de Canal+. Et en gros, il a été introduit dans la loi qui a été proposée par un député, M. Bloch, d'imposer aux médias de la presse écrite et audiovisuelle une charte déontologique, c'est-à-dire que tous les médias doivent négocier avec les rédactions une charte de déontologie, sauf que quand ça a été débattu à l'Assemblée, ils n'ont pas dit ce qu'il devait y avoir dans cette charte, donc ce texte ne sert à rien globalement. Et deuxième chose qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont dit que dans les journaux, dans la presse écrite, il faut que les journaux, qu'ils soient numériques ou papier, dévoilent l'identité de leurs actionnaires s'ils détiennent plus de 10% du titre. Donc, si demain, vous allez sur le site du Figaro, sur le site de La Croix, sur le site de Mediapart, sur n'importe quel site de journal, vous allez avoir la liste des actionnaires qui ont plus de 10%. Sauf que, si vous regardez bien, vous allez avoir le nom d'une SAS improbable, vous ne savez pas ce que c'est. Si vous allez sur le site de Libération, vous allez voir que ça appartient à la SAS Presse Indépendante. Vous ne savez pas ce que c'est. Si vous allez sur le site d'un média de Xavier Niel, ça va appartenir à NJJ quelque chose. Et en fait, ce qu'on dit dans le livre, c'est tout simple. On veut juste pas savoir le nom d'une holding, on veut savoir qui est
derrière réellement. Moi, quand je demande à ma grand-mère qui est abonnée au Point depuis 20 ans à qui appartient le Point, elle n'en a aucune idée. Elle ne sait pas que ça appartient au groupe Artemis de François Pinault. Et donc, c'est pas normal que le lecteur n'ait aucune idée de savoir à qui appartient un média. Donc, c'est une chose très simple qu'on demande, c'est précisons la loi Bloch, allons plus loin et demandons à ce qu'il y ait non seulement le nom de la fameuse holding qui détient tous les actifs, mais qu'il y ait le nom de la personne physique qui est derrière. Alors, on peut peut-être donner la parole. Il y a eu 2 questions intéressantes là dans le chat. Il y a Jacques Gautran. Je ne sais pas si Jacques Gautran veut formuler oralement sa question. Bonjour. Oui, écoutez, tout ceci est très intéressant. Bon, alors moi, je suis journaliste issu essentiellement de la presse écrite. Et bon, j'ai travaillé dans des groupes de presse comme le groupe Express Expansion, le groupe Jeune Afrique. Et si vous voulez, en fait, tout ce que nous disons, en fait, vous nous dites ce soir est très intéressant, mais il me semble que ça concerne essentiellement une certaine presse, bon, qu'on peut appeler presse de qualité, la presse qui informe l'opinion, qui forme, qui éclaire l'opinion. Mais il me semble que malheureusement, cette presse-là est en déclin. Elle n'a plus vraiment d'influence sur. Quand vous voyez les tirages des journaux, un journal comme Libération, même les tirages du Monde. Donc, ma question, c'est est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, le problème, c'est où les gens s'informent-ils essentiellement? Et il me semble que malheureusement, on a ouvert la boîte de Pandore et que aujourd'hui, ce sont les réseaux. Enfin, d'ailleurs, les anglo-saxons disent plutôt médias sociaux, et nous on dit réseaux sociaux, mais je pense que c'est plutôt des médias sociaux où les gens puisent leur information. Et d'ailleurs, si vous regardez comment fonctionnent les grandes chaînes d'information en continu, malheureusement, il y a très très peu d'enquêtes originales. Elles reprennent, elles vont à la pêche. Dans ce qui paraît dans les réseaux sociaux, et donc c'est vraiment du futile anecdotique, bon, comme l'histoire des youtubeurs invités à l'Élysée. Enfin, si vous voulez, il y a de moins en moins de vraies enquêtes, c'est-à-dire de création de sujets apportés par des journalistes qui vont sur le terrain. Or, le problème, c'est que vos propositions sont très intéressantes, mais comment pouvoir influencer les plateformes qui portent ces réseaux sociaux, dans la mesure où ces grandes plateformes sont des groupes multinationaux, internationaux, et donc on aura beau dire il faut X% de journalistes, etc. Est-ce que les Twitter, les Facebook, etc., les Instagram, etc., s'y conformeront? Malheureusement, je ne le crois pas. Donc, moi, je vous fais part de mes interrogations. Moi, malheureusement, je n'ai pas de réponse. En même temps, je dis qu'il faut encourager tous les médias indépendants qui se lancent, qui se développent. Je pense notamment à notre confrère Jacques Transo qui a lancé Médiacité dans 4 villes et maintenant dans 5 villes sur le modèle, si vous voulez, de l'abonnement, donc d'un lien très fort avec le lecteur, puisque c'est le lecteur qui finance le média. Bon, il y a plein d'initiatives, vous avez cité Epsilon, enfin, tout ceci, il faut les encourager mais malheureusement, je crains que, pour revenir à votre propos liminaire, que ceux qui forment ou qui éclairent l'opinion aujourd'hui, c'est de moins en moins ces médias de qualité que les réseaux sociaux. Voilà. Pardon, un autre auditeur pose une question qui est un peu connexe. Il dit en ce moment, Cyril Hanouna a davantage la cote que Mediapart. Je vous rejoins en temps réel parce que j'étais en CSE et justement au cours de mon CSE, et moi je travaille RFI qui est un média honorable, aujourd'hui on était sur tous les indicateurs que RFI pouvait donner à la tutelle pour dire à quel point on avait réussi à toucher nos cibles, donc le nombre de vues, le nombre de contenus partagés, le nombre de minutes ou de secondes de nos vidéos qui ont été regardées, consommées, etc. C'est aussi une question pour Julia. Et en fait, on s'est rendu compte que, on est très bon, donc on fait plaisir à notre tutelle puisqu'on est un média de service public, donc on n'a pas trop, nous, de problème de gouvernance. La gouvernance,
elle est étatique, c'est sûr. Mais en revanche, la question qui nous agitait au cours de ce CSE, c'était d'accord, ils nous regardent, ils nous consomment vaguement, mais qu'est-ce qu'on pèse par rapport à RT, enfin, c'est-à-dire Russia Today, qu'est-ce qu'on pèse par rapport aux médias de propagande et comment on arriverait, nous, à les contrecarrer. Voilà. Et tout ça n'est pas juste lié au fait d'être consommé, parce qu'on est parfois cliqué et pas consommé et pas réellement vu. Pour un tout petit peu, et après je te laisse compléter. Benoît, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas de réponse à tous les deux, même si on y passait la journée. Mais il y a quand même deux, trois trucs que je veux souligner pour commencer. La première question, la problématique des réseaux sociaux, je suis d'accord et c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'Institut national de l'audiovisuel, et notamment Nicolas Hervé, qui est chercheur là-bas. Et dans nos recherches les plus récentes, en fait, on étudie, et c'est assez effrayant, enfin, quand on va publier vraiment les chiffres, c'est assez inquiétant, on n'étudie pas ce qu'on connaît, qui a été déjà beaucoup fait, l'influence directe de Twitter, des réseaux sociaux, etc., sur la manière dont les gens consomment de l'information, mais on étudie l'influence de Twitter action. Et dans quelle mesure ce qui se passe sur Twitter, et notamment les billets de bruit médiatique créés sur les réseaux sociaux, influence finalement le degré de couverture que vont accorder à telle ou telle question les rédactions, y compris les rédactions les plus sérieuses. Une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est un peu comme notre travail précédent qu'on avait fait sur le copier-coller, également avec Nicolas, c'est aussi de mettre un peu les pieds dans le plat, pas pour avoir un rôle de donneur de leçons normatif, quoi que ce soit, simplement parce qu'on a des outils quantitatifs qui nous permettent de quantifier ça vraiment et de dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux sur la manière dont vous traitez des sujets, peut-être que vous avez envie de vous interroger par rapport à cette pratique. Une fois que j'ai dit ça, et je dis pas du tout ça pour sous-estimer tous les autres problèmes que vous avez soulevés, qui sont tout à fait pertinents, mais je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer le rôle des médias traditionnels. Je veux pas parler trop du monde, hein, mais il se trouve qu'étant la Société des lecteurs, ça fait partie des médias pour lesquels je connais bien les chiffres. Le Monde, c'est 20 millions de lecteurs touchés par mois. Alors, vous pouvez dire que c'est pas mal de gens qui cliquent. C'est quand même 400 000 abonnés, papier plus numérique. Objectif d'ici 2 ans, 1 million d'abonnés. Alors, c'est peut-être ambitieux, mais au rythme de croissance, il y aura sans doute 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Bon, c'est pas le cas de tous les médias. Libération se porte plus mal, mais il y a quand même des grands médias généralistes qui réussissent encore très bien. Je pourrais vous citer le nombre d'abonnés de Mediapart, et il faut quand même pas oublier, au moins sur une certaine tranche d'âge, le rôle qui est encore joué par la presse quotidienne départementale et régionale. Vous avez toute une partie de la population, c'est moins vrai chez les jeunes, mais qui s'informent encore énormément avec la presse quotidienne départementale et régionale et pas du tout avec les réseaux sociaux. Donc il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un optimisme démesuré, mais il ne faut pas non plus complètement sous-estimer le fait que, y compris ces médias appelés traditionnels, continuent à jouer un rôle informatif. N'empêche que vous soulignez Hanouna. Je pensais à l'investigation, pardonnez-moi, je vous coupe une seconde, je pensais en particulier à l'investigation. L'investigation sur des sujets sensibles, pardonnez-moi, mais elle est très compliquée, y compris quand vous êtes dans une grosse structure. Non, c'est vrai. Pardon. Non, mais vous avez raison. De toute façon, typiquement, enfin, l'exemple que vous donniez, le reportage du Crédit Mutuel qui avait été censuré par Vincent Bolloré, on est vraiment content derrière, typiquement, qu'il y ait quand même France Télévisions pour le récupérer, mais ça fait partie des problèmes avec Benoît. Là, on travaille beaucoup ces derniers jours sur la fusion TF1-M6 qui requiert un espèce d'énorme unanimisme. Nous, on n'est pas du tout dans cet unanimisme-là, y compris du point de vue de l'information. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, mais de toute façon, l'information M6, ça n'a jamais eu une culture d'information, etc. Enfin, on voit qu'à partir du moment où on résout de plus en plus le nombre de groupes, si vous avez des actionnaires qui ont recours à la censure, soit comme actionnaires d'ailleurs, soit parce qu'ils sont sensibles aux pressions des annonceurs, ça veut dire que quand vous vous faites censurer un documentaire, ou alors vous n'avez pas de financement pour le faire en amont, d'investigation, vous avez de plus en plus de mal finalement à aller le produire et le diffuser sur une autre chaîne. Il y a un problème fondamental, et ça fait partie de nos solutions, entre guillemets, enfin, en tout cas, on le met sur la table. Nous, on traite les chaînes télévisées, et en particulier les chaînes d'information en continu, comme des médias. C'est pour ça qu'en fait, que les règles qu'on définit, notamment en pourcentage de journalisme par rapport à la masse salariale, en termes de gouvernance, etc., on pense que fondamentalement, ça devrait s'appliquer
aux chaînes d'information en continu. Le problème de CNews, il y en a plusieurs, mais le problème de CNews, c'est pas simplement le problème de biais médiatique, c'est le problème d'information low cost. Vous avez une chaîne d'information en continu qui ne fait plus d'information, il faut même plus de news, ils ont même renoncé aux news pures. Ils font du talk show. Alors en parlant d'investigation, il y a plus de documentaires, il y a plus de reportages, ils n'envoient plus de journalistes sur le terrain, pour des raisons politiques certes, mais aussi pour des raisons de cost killer. C'est pour réduire les coûts. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs derrière à Europe 1 d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Et je pense que ce qu'on oublie souvent de dire, là, ça fait pareil. Alors ça, c'est très drôle. Enfin, dans le débat TF1 M6, vous avez des acteurs qui se contredisent complètement, puisqu'ils nous font croire qu'ils sont complètement au bord de la faillite et qu'ils vraiment ils vont même se retirer de la TNT si on ne les laisse pas fusionner. Bon, si vous regardez leur EBITDA, ils n'ont pas l'air complètement au bord de la faillite. Et en même temps, ils remettent en cause le fait que le CSA, à intervalles réguliers, renouvelle ou pas les conventions avec les chaînes. Ils disent non, ça doit quand même être permanent. Alors, on a envie de leur dire, si vous voulez partir, ça devrait vous être indifférent que ça soit permanent ou pas. Mais nous, les chaînes, les fréquences audiovisuelles sur la TNT, c'est un bien rare. C'est un bien rare. Et la numérotation, c'est un bien rare. Regardez l'audience de France Info, qui est extrêmement faible. Alors on peut critiquer, je dis pas que tout ce qu'ils font est parfait, mais je pense que quand même la faiblesse de son audience par rapport à BFM et CNews, c'est quand même pas complètement étranger à sa numérotation. Et on pense que ça doit venir avec un certain nombre de contreparties, au moins pour les chaînes d'information en continu, y compris d'ailleurs pour d'autres chaînes. Et parmi ces contreparties, il y a la gouvernance démocratique, donc réimpliquer les journalistes, et puis le fait d'investir dans de l'information. Et ça, on ne le fait plus. Et c'est problématique parce que pour le coup, dans les médias traditionnels, ce qui reste très important pour informer, entre guillemets, et pas que les gens utilisent comme source d'information, c'est ces chaînes d'information en continu. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui ont été abordés, là, c'est dur de rebondir, mais c'est vrai que nous, on a essayé de se concentrer sur des solutions qui nous paraissaient possibles de mettre en œuvre. On aurait pu se dire, faire dépendre les aides à la presse au fait que les journaux ou les chaînes audiovisuelles aient un budget d'investigation, mais on voit que si on commence à vouloir écrire ça, ça va être très très compliqué à imposer. L'investigation, c'était bien dit, je crois, mais pour avoir bien connu Mediapart, elle peine aussi. Son vrai problème aussi, c'est que on sort une nouvelle et elle est reprise partout. On dépense des sommes incroyables pour sortir une info et tous les autres la reprennent 3 minutes plus tard et l'investissement ne vaut déjà plus rien une fois que l'information est sortie. Alors, je ne sais pas comment être pas trop décousu par rapport à toutes ces remarques. Alors, je ne sais pas comment structurer tout ça. Mais je crois que le point de départ, c'était, je crois, Jacques Gautran qui disait que les personnes partaient sur les médias sociaux et désertaient les médias traditionnels. Je crois que Manuela Bermudez disait aussi, est-ce que RFI, finalement, c'est pas grand-chose à côté de RT? Est-ce que les téléspectateurs veulent pas RT? Moi, je crois qu'on sous-estime complètement le poids de ces médias traditionnels et la dépendance des médias sociaux envers les médias traditionnels. Je pense que le fil, un fil Twitter ou un fil Google, si on enlève tous les médias sérieux, il n'y a plus grand-chose en fait. Et il y a un vrai rôle à jouer pour les médias dans un rapport de force avec ces plateformes-là, pour les forcer à se faire payer, pour que les contenus apparaissent sur ces plateformes. C'est tout le débat du droit voisin, du droit d'auteur des éditeurs de presse, qui est un super sujet. Je pense qu'il est un truc, moi, qui m'a créé beaucoup d'espoir. Je me suis dit, on va peut-être réussir enfin à résoudre le problème des médias durablement. Et j'étais assez déçu quand j'ai vu que dans les négociations, les médias partaient divisés, s'étaient fait complètement avoir par les plateformes qui avaient réussi à diviser pour mieux régner. Mais je pense qu'on sous-estime la dépendance des médias sociaux envers ces médias traditionnels et que le jour où les médias arriveront unis pour négocier contre elles, ils pourront se faire payer correctement et ça pourrait être une piste très très sérieuse pour revaloriser tout le travail journalistique. De la même façon, moi, quand sur la remarque sur RFI et RT, vraiment, le travail de RFI, pour moi, il est quelque chose que j'admire beaucoup. Et pour avoir beaucoup bossé en Afrique, dans l'humanitaire, si un jour il y a un coup d'État dans un pays, les gens continueront d'aller s'informer sur RFI et pas sur RT. Et les gens, ils le savent très bien que c'est RFI la bonne source d'information. Et je crois que ça a beaucoup de valeur et que ça le demeurera. Mais pardon, c'est un peu décousu ce que j'ai dit. Non, mais effectivement, on est parti sur des sujets du financement des médias, on arrive sur le contenu des médias, c'est assez cohérent, effectivement, parce que les médias, c'est un tout.
Et pour en revenir quand même au financement des médias, moi j'aimerais bien quand même qu'on entende Yvonne qui est parmi nous sur la télévision publique. Si on a quelqu'un de la télévision publique, ça serait intéressant qu'elle nous dise comment sur la télévision publique se passe, où il n'y a pas de problème de financement par principe, mais comment ça se passe dans les rédactions. Il n'y a pas de problème de financement, c'est vite dit quand même, hein, parce que voilà, on l'a dit tout à l'heure, faire de l'info, ça coûte de l'argent. Et quand ton budget baisse d'année en année et que tu es soumis à des économies tout en ayant un contexte social quand même très favorable, parce que c'est le fruit de 40, 50 ans de négociations syndicales, c'est quand même compliqué. Ajoutons à cela des pyramides d'âge quand même vieillissantes, avec des gens qui sont sur des vieux métiers de l'audiovisuel, qu'il faudrait former au numérique parce qu'on a loupé le coche, quoi qu'on en dise. En fait, ce financement public qui est assuré, moi j'ai l'impression que ça nous met tous dans une situation très confortable, même si ça baisse d'année en année, y compris nos directions qui gèrent l'entreprise de télévision comme on gère pour certains une épicerie et pour d'autres un fournisseur d'eau potable à une commune. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le qu'est-ce qu'on fabrique, on est dans le combien on a de TP et quelle est la masse salariale et quelles économies on peut faire. Les journalistes qui fabriquent les contenus, eux, sont dans ce confort aussi, quelque part. On prend un contrat à France Télé parce que c'est pas qu'on veut des horaires fixes, mais c'est un peu ça, et puis on veut pas trop travailler les week-ends, et puis on a les jours fériés, et puis voilà. Donc c'est un peu compliqué de parler info avec des journalistes qui sont vraiment des journalistes de terrain, des pigistes, parce que chez nous, on connaît pas ça, en fait. On a certes des CDD qui sont dans la précarité, et c'est eux qui payent le prix, en fait, du confort de tous les autres. En termes de contenu, nous, on ne fabrique quasiment plus que des JT. C'est-à-dire tout ce qui est documentaire, de toute façon, on externalise puisqu'on ne touche pas les aides du CNC. Tout ce qui est magazine, on externalise de plus en plus. On a fondé une filiale de production France Télé Studio. D'ici à 1 an, tous nos magazines vont être transférés à la filiale. Donc, Thalassa, faut pas rêver. Des chiffres et des lettres, c'est pas un magazine, Télématin, etc. Pour booster la filiale et pour dégorger un peu France Télé en termes de TP. Tout en fait est calculé. Rien n'est vu par le biais du contenu. Tout est vu par le biais du financement, des ETP, de ce que ça va coûter aux yeux de la tutelle. Et ça entrave quand même beaucoup le travail journalistique. C'est ce que je mettais dans le chat. Nous, en fait, on n'est pas censé regarder les audiences, mais c'est quand même ce qui nous fait vivre. Et donc, pour être sûr d'être dans l'air du temps, nous, nos JT, on les construit à partir des timelines. M6 fait la même chose, finalement, de Facebook et de Twitter. Et on peut te décommander un sujet parce que sur Facebook, un autre sujet est en tête de la timeline et que ça devient important. Et ça, c'est extrêmement gênant, perturbant pour les journalistes qui veulent faire leur travail, mais qui en sont empêchés. Nous, on a des projets de News Factory, où c'est presque ce qui se passe déjà à la rédaction nationale, où un journaliste commence un sujet, fait les interviews, je sais pas, dans le 9e arrondissement de Paris, un autre est envoyé à l'Assemblée nationale, un troisième va faire le micro-trottoir, et puis un 4e journaliste assemble tout ça pour faire le sujet du soir. C'est pas du journalisme, c'est pas de la fabrication de contenu. Et c'est pas moins cher, c'est ça qui est dramatique en plus, c'est que c'est pas moins cher. Mais voilà, sur le numérique, on a un système qui s'appelle EcoBox, c'est un algorithme qui va indexer nos sujets sur Facebook. Et on n'a pas la main dessus. C'est-à-dire que EcoBox fait le titre, choisit parfois l'illustration, t'envoie ça un peu partout sur les sites Facebook de France Télé. C'est pas toujours pertinent, mais on n'a pas la main dessus, on n'a pas le droit d'y toucher parce que ça fait du clic. Donc le financement public ne garantit pas la garantie du contenu produit parce que le financement public fait de toi une entreprise qu'on gère. En fait, on gère pas une entreprise de presse qui fabrique des contenus, qui a une responsabilité sociétale, qui a un rôle à remplir.
la mission de service public, elle est très, très rarement mise en avant. Alors, on se gargarise avec des sujets qu'on aurait traités avec… Enfin, moi, les derniers scoops à France Télé, c'était, je crois, l'histoire du moteur dans les vélos. Voilà, c'est tout le sport, à la limite, ou Stade 2 qui a des scoops. Mais sinon, voilà, nous on fait plus de travail d'investigation. Alors qu'on devrait justement pouvoir se payer ce luxe-là. Et je crois que les journalistes le feraient aussi. Hein. Les journalistes se sortiraient un peu de ce confort dans lequel ils se sont installés. Mais on ne nous le demande pas. À ce sujet, ce qui est aussi un aspect gouvernance, du coup, et c'est aussi un aspect dont on n'a pas encore beaucoup parlé, parce que dans votre livre, outre le fait d'introduire des journalistes à un niveau paritaire dans l'administration des entreprises de presse, vous proposez en fait aussi d'élargir la gouvernance à des autres parties prenantes, notamment des lecteurs, consommateurs d'informations, spectateurs, etc., selon les médias. Typiquement, en fait, c'est même plus facile à la limite de le faire pour un média public que pour une entreprise privée. Ça existe d'ailleurs dans certains organes publics comme l'ADEME, l'Agence de l'eau. En fait, il y a des représentations, par exemple, au travers de Familles de France, d'associations environnementales, enfin d'autres émanations en fait, de la société civile. Concrètement, en fait, pour les médias, parce que c'est quand même difficile, mis à part quand il y a une société des lecteurs comme pour Le Monde, autrement, concrètement, comment est-ce qu'on peut donner une voix justement aux citoyens, entre guillemets, ordinaires, enfin, un petit peu engagés quand même, dans, par exemple, la gestion de France Télévisions ou de Radio France? Ça prendrait quelle forme? Juste compléter par rapport à ce que dit Romain, ce qui est compliqué en fait dans ce type de gouvernance, c'est que quand on appartient à tout le monde, tout le monde a des prescriptions à faire finalement. Nous, on le sent quand on va sur le terrain, les gens nous disent « Ah oui, mais moi, c'est moi qui vous paye ». On l'a vu avec l'affaire à Orléans, avec le maire d'Orléans qui imaginait que parce que c'est France 3, on va diffuser son super documentaire sur Jeanne d'Arc et qui n'a pas compris pourquoi on n'a pas diffusé son truc. Et quand tu es financé par le public, il est difficile de trouver le juste milieu entre satisfaire celui qui te finance et puis rester neutre, objectif et parler à tout le monde. C'est très compliqué en fait. L'audiovisuel public, on le mentionne très peu dans le livre, bon, parce que voilà, le titre du livre, le sous-titre, c'est Refonder la propriété des médias, donc on était inquiet sur les questions privées. On mentionne quand même rapidement le fait que ce qu'on défend comme principe de gouvernance, et notamment une plus grande présence dans les instances de gouvernance des salariés, ça devrait aussi, selon nous, s'appliquer à l'audiovisuel public. Ce qui est vraiment très peu le cas. Hein. Si je trouve que si je prends le conseil d'administration de France Télévisions, il y a 2 représentants des salariés. Alors, comment on… non, bah, 2 choses sur lesquelles je vais répondre. Je vais répondre sur la gouvernance, mais je vais répondre sur les premiers points qui ont été soulevés. Je pense qu'il y a eu un renoncement des directions de l'audiovisuel public à l'idée de service public de l'information qui était financé par de l'argent public, mais qui ne devait rien en retour d'une certaine manière. Ça m'a beaucoup frappé. Dans une interview récente, il y avait la présidente de Radio France qui soulignait que Radio France avait perdu de l'argent. Alors, je trouvais ça relativement étonnant parce que ce soit la radio publique ou la télévision publique, dans les 2 cas, l'audiovisuel est censé ne rien vendre. Bon, je reprends, désolé, le parallèle avec l'éducation ou l'université. Enfin, on dit rarement, à la fin de l'année, l'université a perdu de l'argent. Bah oui, il n'y a personne qui paie. Vous financez un bien public, vous ne le vendez pas. Et ce qui est important derrière, c'est d'avoir des financements publics relativement conséquents. Du coup, quand l'audiovisuel public perd entre guillemets de l'argent, plutôt que de dire on a perdu de l'argent comme une boîte privée, on devrait plutôt s'interroger potentiellement sur les insuffisances du financement public. Par exemple, sur la télévision publique, voilà, il y a eu pendant un certain temps une compensation des pertes de la publicité. Bon, à un moment, la compensation a pris fin. Vous avez des contrats d'orientation et de moyens
Alors déjà, il y a un autre problème avec les coms, c'est qu'avant les coms, enfin, une des bonnes choses de ces coms, c'était que c'était fait par intervalle de 5 ans et c'était pas lié au cycle politique. Et on n'était pas censé s'asseoir dessus à intervalles réguliers. Bon, maintenant, le principe de 5 ans des coms, ça n'existe plus, on s'assoit dessus à intervalles réguliers, vous avez une révision des financements. Oui, donc si l'État décide de dépenser moins d'argent public pour l'audiovisuel public, il y a moins d'argent, et comme l'audiovisuel public ne vend rien, il y a moins de recettes. Et donc, il faut faire autant avec moins, ce qui est quand même compliqué à la fois pour les médias privés comme pour les médias publics. Donc ça fait partie des choses que je trouve problématiques. Alors après, c'est un peu intrinsèque aux conditions de nomination, sans doute, des présidents, des présidentes, en l'occurrence de l'audiovisuel public, c'est qu'il y a cette culture, presque cette approche d'une culture de l'entreprise, là où il faudrait avoir une approche qui est différente dans la manière même de présenter finalement les choses. Et ça me paraît quand même un point qui est un point extrêmement important. Ensuite, il y a la question de la gouvernance. Bon, on pourrait dire qu'une des manières de davantage impliquer les citoyens, c'est à travers la présence de personnalités qualifiées. Voilà, la question, c'est qui nomme ces personnalités qualifiées. Donc là, en vous parlant, j'ai ouvert, je connais pas ça par cœur, je vous rassure, la composition du conseil d'administration de France Télévisions. Si je regarde les personnalités qualifiées, bon, il y a le directeur général du MEDEF. Voilà, on peut s'interroger sur sa représentation des préférences pour la télévision publique de l'ensemble des citoyens. Directeur exécutif de Carrefour Espagne, Deputy CEO à Worldwide Global. Alors là, ça, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le googler. Et puis une administratrice de société. Donc voilà, on peut se dire que ce choix de personnalité qualifiée peut un peu interroger sur la vision qu'on a d'impliquer la société civile dans le bon fonctionnement de ce média. Je dis pas ça pour que les personnalités qualifiées soient que des chercheurs sur les médias, pas du tout. Et d'ailleurs, ça serait bien aussi que parfois, ça soit justement des citoyens lambda qui soient prêts à s'impliquer. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, il faut s'interroger sur les conditions de nomination et notamment qui va proposer finalement telle ou telle personnalité qualifiée et quelles sont les conditions de validation du choix des propositions de ces personnalités qualifiées. Un board qui serait plus... Donc aujourd'hui, vous avez au board de France Télé, vous avez 5 administrateurs qui représentent l'État, vous en avez 2 pour le Parlement, vous avez ces 5 personnalités qualifiées, mais bon, je ne dirais pas qu'elles représentent l'ensemble de la population, et 2 administrateurs salariés. Il y a un financement de l'État, c'est normal qu'il y ait des représentants de l'État, mais on pourrait imaginer quelque chose qui soit plus équilibré entre la représentation des salariés, la représentation de l'État / Parlement, et puis le choix de personnalités qualifiées qui soit plus, on va dire, représentatif d'une certaine manière du citoyen lambda. Et je pense que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas interrogé fondamentalement sur ces sujets, sur ces questions de gouvernance, et c'est important de le faire. D'autant quand on voit là aujourd'hui avec la reconcentration du paysage audiovisuel privé, on voit à quel point finalement l'existence d'un groupe comme France Télévisions c'est important, y compris justement pour pouvoir potentiellement produire de l'enquête, produire du reportage de terrain et sortir des scoops, parce que comme disait Jean-Pierre Canet tout à l'heure, c'est pas évident aujourd'hui sur les chaînes publiques de le faire, quoi. Et donc sur les chaînes privées de le faire, pardon. Donc c'est quand même au service public de permettre ça. On pourrait avoir sur les médias publics français le même système de fondation que la Bib, c'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment une fondation, tu vas nous l'expliquer mieux, mais un board, comme tu dis, indépendant. Pas si indépendant que ça d'ailleurs. Hein. Non, le board de la BBC c'est pas un modèle parfait, mais c'est un modèle plus indépendant que ce qu'on a aujourd'hui en France et d'une certaine manière plus équilibré. Moi, ce qui m'avait beaucoup, finalement, le projet de France Média a été abandonné, mais ce qui était vraiment frappant, c'était d'avoir d'un côté un président de la République qui a annoncé qu'il allait regrouper tout l'audiovisuel public sous une structure pour faire la BBC à la française. Et qu'en termes de gouvernance, etc., c'était très exactement, pas l'inverse, mais ça allait pas du tout dans le sens de la BBC à la française. Je pense qu'il refaisait le RTF. Exactement. on peut le pousser, on peut le dire comme ça. Et c'est étonnant parce que c'est pas ce qu'il vendait, mais on avait envie de lui dire très bien. Vous avez dit que vous faisiez la BBC, allez au bout de la logique, c'était plutôt une bonne idée. Le modèle britannique est intéressant. C'est un peu le modèle vers lequel il faut tendre, sachant que le modèle auquel il faut s'opposer, entre guillemets,
C'est vraiment le modèle italien, où là, pour le coup, à la RAI, à chaque fois que vous avez un changement de gouvernement, vous avez un changement de nomination des directeurs des 2 premières chaînes. Là, c'est complètement politisé. En France, on n'est pas autant politisé qu'en Italie, et c'est tant mieux. Il n'y a quand même pas ce degré d'indépendance qu'on a avec la BBC. Et puis, surtout, il y a la question des financements. Pour le coup, au UK, c'est pas parfait. Là, ça se voit maintenant, d'ailleurs, parce qu'on arrive au bout du contrat décennal et qu'il y a, bon, en plus, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, donc il y a une très grosse pression pour réduire encore un peu plus les coûts, les effectifs à la BBC, mais au moins c'est des financements décennaux et qui sont pas remis en cause entre 2 points de financement. Et ça, ils s'y tiennent vraiment. En France, ça servait à ça les coms, et encore une fois, ça a complètement disparu dans la pratique et personne s'en est plaint. Enfin, je dis pas que les journalistes s'en sont pas plaints, il y a eu des grèves, etc. Mais enfin, c'est quand même un peu passé comme une lettre à la poste. Avec notamment, je pense, enfin une des difficultés, ce que disait Yvonne aussi tout à l'heure, c'est que c'est difficile de mobiliser les citoyens sur ces questions-là, qui ont déjà l'impression qu'ils paient très très cher pour ça, ce qui est pas vrai d'ailleurs en comparaison internationale. Et donc en plus, si jamais derrière les journalistes se plaignent, alors là, bon, mais il faudrait quand même davantage réussir à faire de la pédagogie pour les mobiliser sur ces questions-là. Pardon, juste sur la question de l'indépendance et comment la garantir, il y a posé une question dans le chat. Ça, c'est vraiment, merci pour la question, c'est vraiment le point de départ de notre livre, pour tout vous dire, la création du fonds de dotation de Mediapart, puis de celui de Libération, qu'on s'est d'aborder avec Julia, qu'on allait écrire un papier qui est devenu ce livre. C'est un projet qui est assez, moi je dirais, le projet porté par Mediapart est assez admirable. Il y a une vraie volonté des dirigeants de Mediapart de transmettre ce qu'ils avaient créé sans nécessairement vouloir en sortir de l'argent. Il y avait un vrai désintéressement, quelque chose d'assez fort, je dirais, qu'ils ont respecté jusqu'au bout, puisque le Mediapart a été transmis via une société commerciale à ce fonds pour une presse libre qui dispose d'un conseil d'administration indépendant qui inclut 2 des salariés de Mediapart et qui est sinon composé de gens qui étaient à l'origine des proches des dirigeants de Mediapart, mais qui ne les inclut pas et qui va pouvoir se renouveler progressivement au fil du temps par cooptation. Donc, on a vraiment une volonté de sanctuariser le capital de Mediapart qui ne pourra jamais être revendu parce que ça a été inscrit noir sur blanc dans les statuts, et on a une volonté de créer un organe indépendant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le contre-exemple parfait qui a été fait par SFR avec Libération. C'est-à-dire que parfois dans la presse, vous avez pu lire il y a le fonds de dotation Mediapart, il y a le fonds de dotation Libération. Finalement, c'est du pareil au même, quoi. Mais en fait, c'est quand vous allez lire, quand vous allez chercher la documentation juridique et que vous lisez les statuts, vous vous rendez compte que c'est l'opposé. C'est-à-dire que Mediapart a fait quelque chose d'assez vertueux et que SFR a fait quelque chose d'assez pernicieux. C'est-à-dire que, soi-disant, le capital de Libération a été transféré à un fonds de dotation, mais en réalité, il y a 3 administrateurs dans ce fonds de dotation. Ils sont tous les 3 désignés directement ou indirectement par SFR. C'est-à-dire que Libération n'est pas plus indépendante de SFR qu'il ne l'était quand il était détenu par une société commerciale. C'est-à-dire que la création d'un fonds de dotation n'a rien apporté en indépendance à Libération. Et par ailleurs, l'opération de Libération a servi à maquiller quelque chose qu'on soupçonne très fortement et qui n'a jamais été nié, je dirais, par SFR, c'est que au moment du transfert de Libération au fonds de dotation de SFR, SFR a empoché un énorme avantage fiscal puisque l'apport d'un bien quelconque, y compris d'un journal à un fonds de dotation, est éligible au régime du mécénat, et les déductions, les crédits d'impôt qui en résultent peuvent aller jusqu'à 2/3 de la valeur du don. Donc voilà, donc peut-être que je rentre trop dans la technique, mais les choses générales, c'est que le fonds de dotation, pourquoi pas, ça peut être très bien, mais à condition qu'on fasse ça proprement, en s'assurant que l'indépendance est préservée et en allant regarder dans la documentation juridique comment c'est fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont juste en face de patrons. De patrons dont ils ne connaissent même pas l'existence, finalement, de patrons avec un grand P. Hein. Je parlais de capital avec un grand K, mais de gens qui ne l'ont jamais vu et qui les dépassent complètement, quoi. Et tout le monde n'a pas la force de transformation du monde ou de Mediapart. Alors, il y a 2 choses. C'est que, il ne faut pas les laisser seuls face à ces patrons. C'est le rôle de l'État. C'est pour ça qu'on propose d'utiliser le levier des aides à la presse. Bon, c'est trop tard pour Reworld, mais n'empêche, ce qui s'est passé avec Science et Vie, c'est ça aussi qui a débloqué la mission Franceschini.
si vous privez un certain nombre de grands groupes des aides à la presse, vous avez des groupes qui sont rentables, qui vont perdre de l'argent. Et même si on va très loin, c'est-à-dire TVA à taux réduit, vous supprimez les tarifs postaux privilégiés, vous changez l'équilibre économique de ces médias. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a le bâton. Et que c'est la responsabilité du gouvernement de définir des règles, un certain nombre de règles, et que ces règles-là soient au service des journalistes pour leur redonner du pouvoir et pour leur redonner du pouvoir de négociation. Parce que ce pouvoir, ils n'arriveront pas à l'obtenir tout seuls. Encore une fois, si on revient à la question des pigistes, et c'est sans doute une des questions des plus tristes, parce que pour le coup, c'est ceux qui sont le plus dépendants d'une certaine manière de la ligne éditoriale des médias, parce qu'il faut qu'ils mangent. Déjà, ils sont extrêmement mal payés à la pige et qui savent très bien que finalement, si tel ou tel article ne s'inscrit pas dans la ligne de tel ou tel média, donc c'est même pas de la censure, c'est de la pré-censure. Enfin, ils se mettent dans la ligne finalement du média pour avoir une chance d'être publiés. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix. D'ailleurs, c'est une des choses qui était dure aussi à Sciences & Vie. Avec le départ des journalistes pour Epsilon, on a été obligé de communiquer sur ce que faisait Reworld, et tant mieux. Ce qui était dur, c'était pour les pigistes qui restent et qui essaient de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Mais bon, ils ne peuvent pas, mais ils se retrouvaient à être mis dans le même sac que l'actionnaire, alors qu'eux, ils souffraient de ce que faisait l'actionnaire. Et ensuite, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, mais une des raisons pour laquelle j'ai créé, avec beaucoup d'autres, une association qui s'appelle Un bout du monde, avec l'idée justement de faire appel aux citoyens pour avoir plein de petits financements pour venir en aide aux médias. Il y avait l'idée de pouvoir aider financièrement des petits médias, par exemple en cas de changement de main actionnarial. Donc, ce que j'avais en tête au moment de la création, par exemple, c'était ce qui s'était passé pour le nouveau magazine littéraire. Je veux dire, les journalistes ils ont été vendus, même pas, en fait, pour le coup, il y avait un tel mépris de l'actionnaire pour les journalistes, ils ont été donnés à lire pour 1 euro. Et puis ils sont tous partis au moment de la clause de cession, puis c'est fini, on a détruit leur journal, on a détruit leur savoir et on les a privés de leur métier de journaliste. Et reprendre le nouveau magazine littéraire, ça ne coûtait pas très cher. Sauf qu'en fait, les journalistes, avec le temps imparti, ils n'avaient pas de quoi lever de l'argent, faire une campagne de crowdfunding, le journal existait, donc il y avait cette idée de lever des fonds aussi en amont pour avoir une association qui puisse rentrer comme ça au capital de petits médias en cas de changement de main actionnarial imposé. Et puis, une deuxième chose à laquelle on réfléchit de plus en plus avec Un bout du monde, parce que ça nous semble extrêmement pertinent, c'est d'avoir des actions juridiques. Aujourd'hui, vous êtes un journaliste, vous êtes emprisonné, vous êtes menacé dans votre pays d'ailleurs ou à l'étranger, vous savez vers qui vous tournez, ça s'appelle Reporters sans frontières. Vous êtes un journaliste d'Europe 1, vous avez un changement de ligne éditoriale, il se fait un peu à la manière d'ITD, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, vous n'avez même pas eu besoin que Vivendi rachète directement Europe 1, il suffit d'avoir un changement d'actionnaire majoritaire chez Lagardère. Donc en fait, vous n'avez pas de clause de cession. Potentiellement, il peut se passer ce qui s'est passé aussi pour ITD, c'est que l'actionnaire décide qu'il n'y a pas de clause de conscience, qu'il n'y a pas de changement de ligne éditoriale d'après l'actionnaire. Même imaginons qu'il y ait un rachat direct, il se trouve qu'Europe 1, pour de très mauvaises raisons, les journalistes ne sont pas journalistes d'une radio, les journalistes d'une agence de presse qui s'appelle Europe News. Vous n'avez pas le droit à la clause de cession. Et donc en fait, vous vous retrouvez avec des journalistes qui sont un peu... alors il y a des organisations syndicales derrière, et c'est tant mieux, heureusement qu'il y a des organisations syndicales, mais qui parfois sont aussi en position de faiblesse par rapport aux actionnaires, et qui n'ont pas vraiment d'armes finalement pour se défendre. Et l'idée, c'est aussi, parce que malheureusement, on se retrouve la plupart du temps confronté au même ensemble de problèmes, de pouvoir apporter un soutien juridique. Et je pense que sur beaucoup de ces questions, en fait, le bon instrument, c'est l'instrument juridique. On sait que les actionnaires ont très souvent recours aux procédures bâillons, par exemple, pour faire taire les journalistes. Je pense que régulièrement, les journalistes qui sont attaqués dans leur indépendance n'ont pas suffisamment recours à l'arme juridique pour garantir leur indépendance vis-à-vis des actionnaires. Et ça, je pense qu'il faut aussi les armer. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Un bout du monde. On va le faire à une petite échelle, hein. Mais déjà, si l'association grandit, on le fera à une plus grande échelle. Mais je pense qu'il y a ça aussi à avoir en tête comme réflexion. Et du coup, le dernier point par rapport à ça, je pense que c'est vraiment un problème, c'est qu'il y a un manque de solidarité entre les rédactions. Je pense qu'il y a un manque de solidarité entre les rédactions. D'ailleurs, si je reprends ce cas-là, je suis désolée d'y revenir, mais je le connais bien, de Reworld. À Reworld, les différentes rédactions ont un peu souffert, entre guillemets, de leur égoïsme.
C'est-à-dire que quand vous avez le magazine automobile qui est attaqué, bon, les autres, par exemple Grazia, regardent un peu de haut en disant bon, mais ça, c'était pas vraiment de l'information de qualité. Puis ensuite, quand c'est Grazia, bah, vous avez les journalistes de Sciences et Vie qui vont dire bah oui, mais nous, ça va pas nous arriver parce qu'on n'est pas un magazine féminin, on fait vraiment de l'information. Et puis après, l'actionnaire s'attaque à Sciences et Vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prennent un par un. Et là, on parle à l'intérieur d'un même groupe. Mais au-delà de ça, quand vous avez ce qui s'est passé à iTélé, ce qui se passe à Canal, hein, ce qu'on peut passer, ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres titres, il y a très peu de mobilisation de l'ensemble des journalistes, comme journalistes. Et vous avez plutôt, au contraire, je trouve, un repli où vous allez avoir des rédactions qui vont dire mais oui, mais regardez par exemple au Monde, nous on a une très forte culture de l'indépendance, et eux c'est pas pareil, comme si c'était de la responsabilité des journalistes dans les groupes où ils étaient attaqués, qu'il y ait des menaces qui pèsent sur leur indépendance. Et je pense que si on arrivait justement à réunir les forces et à faire que ce soit au niveau des journalistes, de la profession, donc aussi du syndicalisme dans son ensemble, qu'on se batte pour un ensemble de droits, gouvernance paritaire ou droit d'agrément, enfin, ces droits-là, bah, ça aurait plus de force et ça permettrait de changer un tout petit peu le rapport de force entre les actionnaires d'une part et justement les journalistes qui sont tout petits à côté de l'autre. Mais du coup, nous… Merci. Moi, j'avais quand même une question après la publication de votre livre. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de patrons et aussi de la part d'élus ou de l'État sur vos propositions, ou est-ce que c'est le grand calme plat qui précède la tempête? Oui, alors, enfin, si vous voulez, on a une attaque frontale de Étienne de Gernel du Point immédiatement. Je pense qu'il n'a pas trop aimé notre proposition, que ce soit les journalistes qui élisent le directeur de la rédaction. Peut-être qu'il n'aurait pas été élu, je pense. Donc, il a dit qu'on était la Pravda sur Twitter. Et sinon, non, moi, je pense qu'il y a… Enfin, quand même, la grande majorité des médias traditionnels sont détenus par des grands groupes, et je pense que les gens sont pas très libres de leur parole, qu'ils sont pas très à l'aise pour s'exprimer sur ces sujets de propriété des médias. On s'est très vite rendu compte, en fait, que les gens veulent pas s'exprimer trop là-dessus quand ils ont des fonctions de direction dans des grands médias. C'est très compliqué de les faire parler librement. Enfin, c'était mon sentiment, en tout cas. Oui, et on a eu rendez-vous avec la ministre de la Culture, donc bon, ça n'aboutira à rien, mais ça on peut pas leur reprocher pour le coup de pas nous avoir contactés et au moins accorder un peu d'écoute. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'on s'y attendait ni l'un ni l'autre, étant donné qu'en plus nos préférences politiques affichées vont pas forcément dans le sens de celle du gouvernement. Bon, on a eu ça envoie déjà un tout petit signe d'intérêt, mais pas énorme. Il y a eu quelques auditions pour le coup avec des parlementaires ou des membres des partis d'opposition, par exemple Europe Écologie Les Verts, un peu avec les socialistes. Voilà, bon, mais bon, ça c'est plus des échanges informels, on va dire dans le cadre de construction de programmes politiques, même sur cette question-là, pour avoir déjà fait une campagne électorale, c'est très peu porteur le sujet des médias. Ce qui est extrêmement problématique d'ailleurs. Et c'est très peu porté parce que les politiques sont extrêmement frileux. Et bon, si vous regardez la structure d'actionnariat actuelle, si vous dénoncez la structure d'actionnariat actuelle, vous avez une espèce de frilosité très forte de la part des politiques de taper sur les médias existants. Mais sauf que si vous vous engagez pas à réguler en amont, vous n'allez certainement pas réguler ensuite. Ensuite, heureusement, on a des échanges informels avec les journalistes et tous les journalistes ne sont pas Étienne Gernel. Mais c'est vrai que ce qui est assez frappant, et en fait on en revient à cette question d'avoir une vision globale des choses, c'est qu'il y a beaucoup de médias en fait où l'indépendance est mieux préservée, qui sont persuadés qu'ils le doivent à une espèce de culture d'indépendance qui serait un acquis dû à l'accumulation, je sais pas, de décennies de culture d'entreprise, et que les autres médias qui n'en bénéficieraient pas, finalement, comme il n'y a pas de culture d'indépendance, si on mettait des règles supplémentaires, ça aiderait pas beaucoup. Et je pense que c'est un peu ça que nous on essaie de dépasser. Je pense pas qu'il y ait de bons journalistes ou de mauvais journalistes. Il y a pas des gens qui intrinsèquement sont plus susceptibles de répondre aux attentes de leurs actionnaires et d'autres non. Il y a des journalistes qui ont la chance de travailler dans des médias où il y a plus ou moins aujourd'hui de garanties concrètes d'indépendance, et que ça a un effet sur leurs conditions de travail, et que ces garanties-là, à partir du moment où on considère qu'elles sont bonnes, il faudrait les étendre
les étendre au plus grand nombre. Et y compris, en fait, le fait qu'on discute avec vous aujourd'hui et voir ce qui peut vous intéresser dans ce qu'on pousse ou pas. D'ailleurs, on n'est pas du tout obligé d'être d'accord sur tout. Nous, c'est important parce que, justement, une des questions qui à chaque fois revient dans la bouche des politiques avec lesquels on a pu échanger sur ce sujet, c'est de dire, mais dans quelle mesure vous êtes soutenu par les journalistes? Bon, on va pas donner des noms, on va pas dire, ah bah, tel journaliste a dit que c'était bien, tel autre, on publie les critiques du livre. Je trouve que s'il y a un soutien, pour le coup, d'organisations syndicales qui représentent les journalistes, ça change quand même la dimension, parce que ça veut dire que, d'ailleurs, indépendamment, c'est pas obligé d'appeler ça loi de démocratisation de l'information, ou d'ailleurs, indépendamment complètement de citer le livre, le fait de reprendre des choses et de les défendre, ça leur donne une autre dimension, parce que c'est plus porté par des chercheurs, mais c'est porté concrètement par les organisations de journalistes. Et puis la dernière chose qui est vraiment frappante et souvent décevante, c'est que malheureusement la critique des médias politiquement est portée en France, j'ai en tête notamment la France Insoumise, par des gens qui n'ont pas une critique finalement tellement de l'actionnariat des médias, mais qui tapent sur les journalistes et qui confondent complètement deux choses du coup. Là où ils devraient défendre les journalistes et questionner l'actionnariat, le questionnement de l'actionnariat se fait avec des attaques directes contre les journalistes. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas politiquement de discours construit qui reviennent à interroger la structure de l'actionnariat et à poser des règles pour protéger les journalistes. Et je pense que c'est de ça aussi dont on souffre, parce que du coup, ce seul discours politique de critique des médias, c'est un discours qui vient, alimenter la méfiance, et deux, qui est quand même pas très constructif pour poser des jalons pour l'indépendance. Nous, à France Télé, on a un gros débat, enfin non, justement, on n'a pas de débat sur ce qu'est l'information et ce qu'est la fabrication de contenu. Donc, on a de plus en plus de non-journalistes qui fabriquent des contenus. Dans tous les accords d'entreprise qu'on signe sur les métiers, on est obligé de faire préciser à la direction que l'info est sanctuarisée, mais on ne précise pas ce qu'est l'info, donc ça devient très compliqué. Donc, le fait d'avoir une commission de carte de presse dont le poids est diminué aujourd'hui aux yeux des employeurs, et d'avoir à côté un conseil de déontologie, moi je trouve que c'est très très important, parce que si on dit qu'une entreprise de presse doit être caractérisée par la présence de journalistes pour toucher des fonds publics, bah, il faut aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs qui existent encore, qui soient en dehors des entreprises. Il y a d'autres questions, ou est-ce qu'on peut passer à la conclusion peut-être, en vous remerciant tous les deux pour la qualité de votre intervention, pour la qualité de votre travail. Et on va suivre vraiment vos propositions, et on va s'en inspirer et on va travailler dessus, parce que pour nous, on avait un a priori quand même très 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 favorable après la lecture de vos travaux, mais ça se confirme que on peut travailler ensemble dans cette direction. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci à tous. On va faire nous un montage un petit peu de ce qui s'est dit là. On va évidemment respecter le choix de ceux qui nous ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas apparaître. Ça nous semble tout à fait normal. Et puis, on vous dit à bientôt pour peut-être d'autres aventures. Et puis, on espère qu'un jour, on pourra faire un débat en vrai, plutôt que par petites vignettes interposées sur notre écran. Voilà. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute et des échanges. C'était vraiment extrêmement enrichissant pour nous aussi. On se réjouit de les continuer avec vous. Merci. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en écoutant toutes les interventions que j'ai trouvées d'excellente qualité. Ouais, merci beaucoup. On va essayer de rester en contact. On peut avancer ensemble sur pas mal de directions, il me semble. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci aux participants pour les questions. Bonne soirée. Merci.